Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le 9e numéro des Affaires de la Cité a le plaisir de recevoir M. Saher Seck. Votre émission mensuelle porte une double casquette ce soir, le football et la pêche. C'est vrai qu'il faut avoir la pêche pour être un grand sportif. Nous portons donc avec notre invité la casquette de président de la Ligue sénégalaise de football et de l'Institut de formation de football d'Yambar et celle de président du GAIPES, groupement des armateurs et industriels de la pêche au Sénégal. Saher Seck, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. Sans tarder, votre portrait signé par notre portraitiste attitré Dieynaba Seydou Ba. Vos ports et traits, c'est tout de suite. Quand je parle de l'homme, je parlerai d'abord de sa simplicité. C'est quelqu'un qui est quand même d'une simplicité extraordinaire et d'un commerce très facile et qui fait de lui, je dirais, un homme très sociable. Ces mots pour parler de l'homme avec qui elle a passé plus de 30 années. C'est une boîte à idées. C'est une boîte à idées. Il fonctionne 24 heures sur 24, la tête tourne, j'ai l'impression, 24 sur 24, il ne s'arrête pas. Et c'est quelqu'un qui va toujours jusqu'au bout de ses idées. Chaque idée est un projet qui démarre du début à la fin. Saher Seck, un homme au commerce facile, un comportement qui le suit depuis son enfance. Vous savez, quand vous êtes jeune, les parents disent qu'il faut bari affaire. Et en fait, Dafa Bari Affaire Bobo est devenu homme d'affaires. Et déjà très jeune, il était très entreprenant. Il n'attendait pas qu'on lui serve les choses, disons, dans le plat et pour qu'il s'en serve. Il allait chercher lui-même. Et je pense que cette idée, cette activité l'a poursuivi en tout cas tout le temps. Un homme ouvert qui ne se défend pas très bien de la vie de ses proches. Dans certaines situations, quand on l'accuse, je pense qu'il faut qu'il réagisse un tout petit peu. Et de dire comment, disons, les choses se sont passées. Je pense qu'il garde trop de choses un peu pour lui. Il ne dit pas tout ce qu'il devrait dire, parce que très souvent, il n'a pas envie, disons, d'égratigner les autres. Et donc, de ce point de vue-là, il se contente simplement, disons, de donner quelques éléments et de ne pas donner tous les éléments. Mais je ne pense pas qu'il fasse de l'excès, disons, dans la communication. Saher Seck, père de 3 enfants, est un père qui est très souvent absent de la maison. Ses activités professionnelles ont pris le dessus, mais épouse et enfants encaissent. Ce natif de Kaolack a à son actif 7 entreprises qui évoluent dans le domaine de la pêche. Et c'est le président du groupement des armateurs et des industriels de la pêche au Sénégal, consultant spécial du Canada en matière de pêche. Saher Seck, un fou amoureux de la mer et du foot, ce qui fait de lui le co-concepteur et le co-fondateur du projet d'école Sport et Études Djambar. Il est en charge de la Ligue sénégalaise de football professionnel. Un autre détail qui caractérise Saher Seck, sa voix mielleuse, qui est tout simplement radiophonique. Saher Seck, on vient de suivre votre portrait, un homme sociable, un homme d'affaires ou bari affaires, boîte à idées. Alors, que peut-on retenir et que voulez-vous qu'on retienne de tous ces traits dont on vous peint? Écoutez, en tout cas, rebondissant sur la conclusion de Dieynaba Seydou Ba, la voix mielleuse qui est radiophonique, ne se transformera pas en un projet de radio ou en une formation de journaliste. Hein. J'arrête là. Les téléspectateurs apprécieront la voix. Oui. Alors non, mais ce que je souhaite simplement qu'on retienne de l'homme, c'est que quand je regarde les visages qui sont aujourd'hui avec nous, d'avoir des amis, d'avoir des relations qui sont des relations agréables, d'avoir un commerce qui est un commerce agréable avec les gens que je croise dans ma vie professionnelle, dans ma vie de sportif et dans ma vie de tous les jours. Et je pense que c'est ça, aujourd'hui, le trait d'union qui va permettre au Sénégal d'avancer,
que nous puissions, nous-mêmes, entre nous, avoir un commerce qui soit un commerce agréable, même s'il doit être un commerce objectif, sérieux, basé sur des choses qui sont des choses saines. Alors, vous êtes à la tête de l'Institut de formation de football Diambar. Cela fait 10 ans que cette aventure dure. Si vous aviez à faire un bilan, que diriez-vous? Ben, je dirais que, tel un match, la première mi-temps a été bien jouée. Elle a été menée sur un bon tempo. On a eu la maîtrise du ballon. On a pu se créer des occasions. On a pu réaliser quelques décalages. On a même mené au score. Maintenant, il reste à terminer le match et à faire de la deuxième mi-temps une deuxième mi-temps d'aussi belle facture. Nous avons pu réaliser les deux bases de ce qu'est Diambar, la réalisation des infrastructures et la formation. Mais quand on parle de la formation, il y a deux volets. Il y a le volet scolaire, celui de l'éducation, celui de la construction d'hommes qui doivent demain peser et compter dans le développement de notre pays. Il y a également la formation des sportifs, qui n'est pas accessoire, mais qui ne saurait être principale. Aujourd'hui, on a quelques jeunes qui jouent en équipe nationale. Certains étaient lors de la manche contre la Côte d'Ivoire. Certains seront dans la prochaine finale contre le Ghana jeudi prochain. C'est une activité sur laquelle on a effectivement réalisé de belles choses. 10 ans n'est pas suffisant pour que des jeunes qui arrivent chez nous à l'âge de 12-13 ans puissent peser sur le pays et la construction du pays. Et c'est la raison pour laquelle la deuxième mi-temps, qui va être les 10, les 20 prochaines années, devra être jouée pour que ces jeunes qui pèsent aujourd'hui sur les performances sportives de nos équipes nationales puissent demain, à l'Assemblée nationale, au gouvernement et pourquoi pas au Palais de la République, peser également sur le sort du Sénégal et sur le sort des Sénégalais. Alors, il se trouve que le football ne rime pas quand même avec la pêche, même si nous avons essayé de trouver une articulation. Comment arrivez-vous à porter cette double casquette? Mais écoutez, c'est la passion. Vous savez, la pêche est mon métier. Je suis tombé tout à fait par hasard dans ce métier, parce que après ma formation à l'école, quand je suis rentré de France, où j'étais à Subdeco, quand je suis arrivé, le football était déjà là. J'avais une double casquette de joueur de football navétane et d'entraîneur. Donc à l'époque, j'entraînais déjà l'entente FC SICAP Niary Tally, NGB, actuelle. Et donc au détour de la préparation d'une demi-finale, j'ai rencontré un homme qui s'appelait Matar Ndiaye, que les gens de la pêche doivent connaître, qui rencontrait un de nos aînés. Et c'est ainsi que Matar Ndiaye, cherchant un assistant à son directeur commercial, m'a demandé, après les finales de navétane, de venir le rejoindre. Je l'ai rejoint, c'était le 28 novembre 1978, donc quasiment 35 ans, jour pour jour, aujourd'hui. Et depuis, je n'ai plus quitté le secteur de la pêche. Voilà. Ben, voilà. Et je salue le magnifique public qui est ici présent, public composite, spécialiste de la pêche, spécialiste du foot. Les règles du jeu, vous les savez, c'est que je serai rejoint par deux confrères ce soir, Salif Diallo de l'agence de presse sénégalaise et Charles Faye, Gaston Madera, qui dirige aujourd'hui le site IGFM du groupe Futur Média. Et puis la présence de cette belle école de foot dirigée par Lamine Mboup, Dakar Football. Vous aurez l'occasion de poser vos questions tout à l'heure. Notre premier sujet de reportage, justement, et à tout seigneur, tout honneur, est consacré à l'Institut Diambar que dirige Sayer Seck. Une aventure au bord de l'océan, dans la zone touristique de Saly Portudal, qui a aujourd'hui 10 ans d'existence. Tout est parti de l'idée d'une bande de 4, Sayer Seck, les deux anciens internationaux français Bernard Lama et Patrick Vieira, ainsi que l'ancien capitaine de l'équipe nationale du Bénin, Jimmy Adjovi Boko. Diambar, un club devenu une référence dans le football sénégalais avec le titre de champion cette année de la Ligue 1. Diambar, une école qui allie études et football. Diambar, un projet qui ravit plusieurs pensionnaires, techniciens, enseignants et parents d'élèves. Diambar, c'est un reportage de Abdelaziz Khan Mohamed Dian. Sugar
Jambar ou le culte de l'excellence. Créé en 2003, l'Institut, qui vient de fêter ses 10 ans, s'est déjà érigé comme la référence dans le football local. Entre 2003 et 2013, bon, on ne pensait pas être champion du Sénégal, ça c'est sûr. Le but avant tout, c'était d'éduquer des enfants, de les préparer pour la vie, en même temps aussi les faire devenir des professionnels. Maintenant, après, voilà, je pense qu'on a grandi d'une manière très naturelle, sans forcer les choses. Ça, c'est avant tout, je pense que c'est l'une des conditions qui nous a permis de bien travailler. Jambar, c'est avant tout le travail au niveau des jeunes. Je pense que les promoteurs de ce projet ont su mettre en place d'abord une vraie politique de développement du football des jeunes. Et puis par la suite, les jeunes ont grandi un peu trop vite. Et ça a fait le bonheur de Jambar qui, en 4 ou 5 ans dans le football d'élite, est devenu champion du Sénégal. Dans un cadre propice à la réussite et à l'épanouissement, les joueurs, mis dans les meilleures conditions, se sont vus instaurer un devoir de performance. Et les résultats sont déjà là, avec un titre de champion de Ligue 2 en 2011 et celui de champion du Sénégal en 2013. C'est une grande satisfaction depuis le début, à cette période. Ça nous fait 10 ans maintenant. C'est dû à une bonne formation à la base. Parce que ça fait à partir de 13 ans, 14 ans qu'on a eu à être ici. Même si auparavant j'étais au CNF de Thiès, même si ils avaient les infrastructures, tout ce qui était terrain d'entraînement et tout. Mais bon, c'est pas la même chose. Parce que là, il y a plus de moyens pour travailler et pour effectivement accéder au plus haut niveau. On a débuté en L2, ça fait maintenant 5 ans. Et notre président avait prévu que entre ces 5 ans, on doit accéder en L1. Et entre ces 5 ans, on a gagné la Ligue 1. Si on est venu ici à Jambar, on trouve les moyens. Donc ça nous encourage de travailler. Et nous savons qu'aussi, pour accéder au très haut niveau, il faut ces moyens-là. Et heureusement que le président a mis tous ces moyens. Et donc c'est vraiment motivant. Mais à Jambar, il n'y a pas seulement le volet sportif. Il y a surtout l'aspect éducatif. C'est vrai que c'est un projet sport-études, mais quand même l'éducation est au cœur, je dirais, du dispositif mis en place. Donc en fait, par exemple, pour une journée, le jeune, il a au moins 6 à 7 heures d'études contre 2 heures de foot par jour. C'est donc dire toute l'importance, en tout cas, que l'Institut Jambar donne à l'éducation. Au tout début, c'était très difficile parce que quand on allait à l'entraînement, il fallait qu'on se déchire pour avoir sa place d'abord. Maintenant, après le soir, parce que le matin, on se réveille à 8 h, on va à l'école et tout. À la descente, on va manger, on fait la sieste, après on part au terrain. Après le terrain, on est très fatigué. Là, on est obligé le soir d'aller à l'école. C'est très difficile d'être fatigué et d'apprendre aussi à le faire, mais après on s'adapte. C'est très difficile d'allier le sport et les études. Et on essaie de faire en sorte que aucun des deux aspects ne soit le parent pauvre, que les gosses puissent faire leurs entraînements correctement et que nous aussi nous puissions donner nos enseignements apprentissages de façon normale. Un projet sport-études qui ravit les parents, qui voient leurs garçons entrevoir le chemin de 2 succès possibles. On est très content de l'opportunité que Sayer a donné à nos enfants et aux parents, parce qu'un enfant qui signe un contrat, c'est toute une famille qui est soulagée. Donc on est très content, surtout mon enfant. S'il n'était pas à Jambar, je sais qu'il allait abandonner les études. Mais c'est grâce à Sayer qu'il a eu son BFM aujourd'hui. Cette année-ci, il a eu son BFM et il est apparemment, je ne l'ai jamais regardé jouer au foot, mais on me dit que c'est un bon joueur. Former des hommes et des citoyens de demain, au-delà du sportif, tel est le credo de Jambar. Un cri du cœur qui retentit de plus en plus. Sayer Seck, comment se passe cet alliage sport-études? L'enfant du pauvre a-t-il la même chance que l'enfant du riche? Alors, je vais répondre d'abord par la dernière partie de la question. Tous les jeunes Sénégalais, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur situation sociale, sont égaux devant l'entrée et devant la porte de Jambar. Je l'ai dit à l'occasion de la réception de Monsieur le Président de la République le 5
novembre dernier à l'occasion de l'inauguration, le fils de Monsieur le Président Macky Sall, le fils de Saher Seck, a exactement les mêmes chances que le fils du pêcheur de Guet-Ndar ou de Diogué, que le paysan de la Casamance ou que le jeune orphelin sénégalais. Il y a deux critères simples qui sont pris en compte pour l'entrée à Diambar. Un, c'est d'avoir 13 ans au maximum. Et deux, passer des tests sous la forme de matchs de football et être apprécié par les techniciens qui sont autour du terrain. Et ça, tous les jeunes Sénégalais en sont capables. Il faut préciser que depuis les tests, l'ensemble des frais sont pris en charge par Diambar. Parce que nous ne souhaitons pas qu'un jeune, pour des problèmes de transport, ou pour des problèmes de nourriture, ou pour des problèmes d'équipement, puisse louper l'opportunité de passer effectivement les tests. Donc ça, c'est une chose à laquelle nous tenons comme à la prunelle de nos yeux. Et aujourd'hui, le fils de Mamoudou Ibra Kane, parce qu'il il connaît Saher ou il est son ami, le fils de Amadou Kane, parce que c'est un ami, frère et collègue à la fédération, ne peut pas entrer à Diambar s'il n'a pas fait et réussi les tests. Et ça... Mettez-y le fils d'Ongor, quoi, mon cousin Serrer. Tout à fait. Et donc, ça, on y tient vraiment comme à la prunelle de nos yeux. Alors, l'alliage, études, foot, est-ce que le foot n'a pas tendance à prendre le dessus? Ah si. Vous savez, tous les jeunes qui sont à Diambar, on les laisserait faire qu'ils ne feraient que du football. Et aujourd'hui, parmi les jeunes qui ont quitté Diambar, parce qu'aujourd'hui, on a quand même une dizaine de jeunes qui avaient été admis à Diambar et qui ont été exclus de Diambar, pour deux raisons. La première raison, c'est des fraudes constatées sur l'âge, que nous avons pu constater a posteriori. Et la deuxième raison, c'est une absence de volonté caractérisée à l'école. Et dans ces cas-là, nous avons tranché sur le vif et nous avons préféré nous séparer effectivement du jeune. Il n'est pas possible à Diambar de renvoyer un jeune pour absence de performance sportive. C'est impossible. Quand le jeune n'est pas performant au plan sportif, quand il est blessé et qu'il est perdu pour le football, nous gardons le jeune. Et s'il a un cursus scolaire qui est un cursus scolaire brillant, nous le gardons jusqu'à la fin de ses études post-universitaires que nous prenons en charge. Vous en avez là? Oui, nous avons des jeunes qui sont devenus étudiants. Nous avons, mais c'est pas Ngor, c'est Ali Souleymane Ly. Bon, je m'abstiens de tout commentaire. Alors, Ali Souleymane Ly est un jeune talibé que nous avons recruté dans des conditions cocasses. Sega Sakho avait été le premier à m'en parler, en me disant, il y a un jeune talibé que je vois jouer qui a beaucoup de qualité. Et donc, nous étions à la piscine olympique, en plein test, dans la phase terminale d'ailleurs des tests, la dernière journée des tests, et un jeune me tire le survêtement que j'avais pour me dire, quand je me suis retourné, tonton, man football. Je le vois avec un maillot du Milan AC encore, un peu déchiré de partout. Je lui ai dit, mais faut gagner football. Il me dit, dans la rue. J'ai dit, ok, attends-moi. Et donc, à la fin du match qui était en cours, je l'ai pris derrière les tribunes de la piscine olympique. Je lui ai donné le ballon et je lui ai dit, montre-moi ce que tu sais faire. Et il a tout fait. Tout fait avec le ballon. Donc, je l'ai ramené et j'ai demandé qu'on lui trouve des chaussures et qu'on le fasse jouer. Il m'a dit, non, moi, je joue pieds nus. J'ai dit, non, non, ici, on joue avec des chaussures. Et donc, Ali est rentré. Et au bout de 3 minutes, tous les éducateurs qui étaient sur le terrain, évidemment, qui connaissent les jeunes, parce qu'ils les ont vus, parce qu'un jeune qui est sélectionné est vu entre une quinzaine et une vingtaine de fois. Parce qu'on part des phases zonales jusqu'aux phases nationales. Et chacun se retournait pour dire, mais d'où il sort, lui? D'où il sort? D'où il sort? J'ai dit, contentez-vous en tout cas d'apprécier ce que vous voyez exactement sur le terrain. C'est comme ça que Ali est entré à Diambar. Nous avons mis 5 ou 6 mois à le soigner de toutes les pathologies possibles et imaginables, carie dentaire, colique, dermatose, etc. Et Ali, non scolarisé à l'école française, mais bien scolarisé à l'école coranique. Et donc, une envie d'apprendre absolument extraordinaire et une envie de réussir absolument extraordinaire.
Très tôt, on s'est rendu compte qu'Ali ne franchirait pas le palier pour devenir footballeur professionnel. On a mis quand même 1 an et demi pour l'en convaincre et lui dire qu'il avait la possibilité, au-delà, avec les résultats scolaires qu'il avait, d'avoir un cursus scolaire vraiment de... Il y est arrivé. Il y est arrivé. Il a eu son BFM au premier tour. Ouais. Aujourd'hui, après son BFM, on l'a envoyé en France au lycée Jules Ferry de Arras, où il est en terminale, où il prépare donc cette année son bac technique. Il est premier de sa classe et Ali se destine aujourd'hui à une carrière d'ingénieur en télécom. J'espère que ça motivera tous ces jeunes Sénégalais qui ont envie de réussir dans les études. La parole est à vous, cher public, et elle est à celui qui souhaiterait la prendre. Les dames, excusons, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il n'y a pas de dames. Le micro est à vous, vous vous présentez, vous posez une question, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient certainement intervenir. C'est M. Thioune. Bonjour, c'est M. Mamoudou Diop Thioune, du secteur de la pêche. Mais pour le football, on commence d'abord voilà, la matière foot avant d'arriver à la pêche. C'est M. Mamoudou Diop Thioune du secteur de la pêche, parce que j'ai une carte d'identité quand même, j'ai aussi une nation pêche. Mais je dois vous dire aussi que j'apprécie ce que M. Sayer fait et avec son équipe et son groupe. Je le salue au passage. J'ai été émerveillé parce que avant que le Djambar ne soit découvert par les Sénégalais, des initiatives pareilles ont été, en tout cas, à la portée des populations, telles que le système de jeunesse, loisirs, culture qu'on a essayé de mettre à Rufisque, récupérer les jeunes, les obliger à l'éducation, avoir une belle performance et faire du football. Mais aujourd'hui, je pense que Djamba est devenu l'université de ces jeunes, de ces centres et de toutes ces initiatives. Donc, entendre M. Seck, en tout cas, donner l'exposé de tout ce processus, je pense que ça interpelle toujours d'une façon directe. Notre État a fait du football une certaine dimension de société, d'industrie, qu'il faudrait maintenant mettre sur le palier, parce que nous avons une préoccupation de nous occuper des jeunes. Mais les bassins d'emploi ne sont pas si, en tout cas, fructueux. Et je pense que quand quelqu'un a une vocation de faire ce qu'il aime, autant maintenant l'initier, l'encadrer et essayer de l'amener à bon port. Ce que je voulais dire à M. Seck, c'est que est-ce que cette initiative Djambar, dans les années à venir, pouvait faire maintenant l'objet d'une décentralisation dans les régions, puisque nous avons des pôles de développement au niveau des régions. Très bien. Question précise. Merci M. Thioune. Vous reprendrez la parole plus tard quand on parlera de la pêche. Un autre intervenant? man nag wolof laay wax. waaw mën nga wax wolof. waaw ñu ngi nuyu man maa ngi tudd général Djimi Ndiaye, président collectif national des mareyeurs pour le développement du Sénégal. siège social nekk marché central au poisson de Pikine. bon li ñuy wax ci football bi rek mooy rafetlu li xam ne Sayer def na ko ci xale yi ndaxte tey jii boo xoolee tey Sénégal ku mel ne Sayer bu ñett bu am mel ne Sayer bu fa amoon rek Sénégal dana am développement bu mag ndax tey jii comme ni ko Thioune waxee ñu fexee tey jii loolu mu def foofu mu dem ci régions yi dem fu mel ni Saint-Louis fu mel ni Kaolack fu mel ni fépp ci Sénégal daal former xale yi jàngal leen football jàngal leen école parce que yar leen xam nga loolu dafa nekk lu am solo ci Sénégalais kon loolu Sayer def ba pare nag ñun kontaan ci parce que dafa bokk ci secteur ku bokk ci secteur de la pêche nag ñun kon sagu pêche bi la ndax loolu lay wane ne pêche bi ay kàngama fi nekk ay cadre fi nekk ay nit ñu am DJ fi nekk kon lay bi très bien. waaw voilà merci voilà waaw loolu daal la amal mi ci wax di kontaan bu baax a baax ci Sayer Seck ñu ngi koy sant di ko ñaanal bu baax a baax merci beaucoup. Oui, un autre. Oui, en haut, derrière vous. Waaw, nga présenté wu, sauf que l'émission c'est quand même en français. Asalaamaaleykum essentiellement. asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di ziare ñëpp di kontaan ci invitation bi. Ablaye Sarr laa tudd mareyeur la Mbour laa dëkk. ku dëkk Mbour nag bu jàkkaarloo ak Sayer Seck amel na ko ngërëm. kon waa Mbour ñëpp maa ngi lay gërëm ci tur waa Mbour yëpp. lu ma gën a tax a bëgg a wax mooy xale bi nga expliqué. taalibe la woon xaw ma lu taalibe yàgg naa ko dégg rek mais explication bi leerul woon ci bu baax sama bopp mais ni nga waxee déglu naa la bu baax xam naa ne kon li nit ñi doon wax dëgg la kuy defar nit nag yàlla ngay defal kon yàlla na la yàlla fay mais réew mépp nga ko defal
képp ku nar a tardé àddunaam nga yow nga am li nga am ci métier bi ngay liggéey ba pare tëddul concentré wuloo ko ci banque yi tabaxewoo ko ay villa dem di fa tëdd xanaa nga delloo ko waat ci nit ñi di tabax nit kon yow bokk nga ci ñuy tabax Sénégal yal na la yàlla jàppale kontaan nañ bu baax jërëjëf Seck merci beaucoup. Oui, par là. Allez-y, oui. Lamine Boub après Amadou Kane. De Djambar, c'est avec un cœur grand, content. Parce que j'ai eu à faire le sport-études en France. Et je remarque qu'à Djambar, on n'a rien à vouloir à ce qui se passe en France. Parce que cette infrastructure, vraiment, je dirais, dans cette dignité de leur président, moi je pense que Sayer a montré la voie. Mais ce n'est pas à Sayer de mettre des centres partout. La dernière fois, j'ai été à Pékin jouer contre l'équipe de le centre de formation de Moussa Badiane. On a eu des problèmes parce qu'il n'y avait qu'un seul terrain pour tout un quartier. Moi, je pense qu'il faudrait partir de l'idée de Sayer. Si on veut gagner quelque chose en Afrique ou dans le monde, il faudrait que l'État ou les communes se mettent à travailler et que donnent des espaces à ces jeunes parce qu'il n'y a pas que les jeunes de Djambar. Il y a beaucoup de jeunes qui sont au Sénégal qui ont envie de jouer sur de bons terrains, qui ont envie d'avoir des lieux où s'exprimer, mais c'est ce qui manque dans notre pays. Mais je reviens sur le président Sayer, c'est vraiment une fierté d'avoir quelqu'un qui a eu cette idée de créer un centre de formation rien que pour développer le football. Et en ce moment, Djambar, champion du Sénégal, et nous prions vraiment que tout le Sénégal l'accompagne, que ce soit les autres clubs ou que ce soit la population, pour que Djambar puisse arriver à de bonnes fins en compétition internationale. Très bien, merci Lamine Boub. Amadou Kane. Merci, moi c'est Amadou Kane, je suis 4e vice-président au niveau de la Fédération sénégalaise de football. Je voudrais quand même remercier Groupe Futurs Médias de nous avoir donné cette occasion. Sayer, je l'ai connu en 86. Lorsque le Sénégal a été éliminé, au cours des fameux débats télévisés, à travers ses interventions, c'est vrai qu'en ce temps-là, je n'avais pas les responsabilités que j'ai eues. J'avais tenté de le voir pour savoir quel est ce Sénégalais qui a ses ambitions. Donc de 86 jusqu'à même la création de Djambar, en analysant, on sent nettement que c'est une trajectoire qui a été respectée. Et aujourd'hui, ce Djambar, c'est la fierté du Sénégal, pour ne pas dire de l'Afrique. C'est un centre très fonctionnel qui est conforme aux normes du football. Au-delà de cela, on a cheminé ensemble au niveau du CNF. Après Diagne Ndiaye, c'était lui, donc on a eu à travailler ensemble. Lorsque le CNF était terminé, qu'il fallait s'acheminer. Le CNF, Comité de normalisation du football. Il fallait s'acheminer vers la mise en place d'une nouvelle fédération. Il avait toutes les aptitudes d'être candidat. Mais je faisais partie des Sénégalais qui étaient en train de chercher qu'est-ce qui doit être le candidat. Ça me permet, c'est par rapport même au témoignage de son épouse, de son humilité, etc. Il y a eu beaucoup de réunions du CNF qui étaient organisées chez Sayer au niveau des SICAP. Donc j'affirme sans me tromper qu'effectivement, c'est une personne très disponible sur laquelle le football sénégalais, l'esport d'une manière générale, peut compter. C'est un homme de consensus. L'exemple de Djambar aussi mérite réflexion. Il faudrait qu'on ait des centres pareils au niveau du pays. N'est-ce pas? J'en appelle aux hommes d'affaires qui sont dans la pêche, qui sont ailleurs, qu'ils puissent comprendre aujourd'hui, investir dans le football, c'est comme créer une usine de ciment ou bien une usine de lait. C'est rentable. Le président l'a dit tout à l'heure, au niveau de Djambar, les gens donnent priorité au football, bien qu'il y a l'éducation. Parce que aussi, dans des centres pareils, quand les enfants vont là-bas, c'est parce qu'ils veulent d'abord faire le football. Maintenant, on essaie de faire rimer les deux, c'est important. Donc, en tout cas, Sayer à féliciter, il est encouragé. Il faudrait qu'on ait d'autres Djambar au Sénégal, d'autres Sayer Seck. Merci Amadou Kane. On va permettre à Diallo comme Alassane, merci de votre présence. On vous donnera la parole tout à l'heure parce qu'il y a d'autres sujets sur le football. Sayer, résumé de toutes ces interventions, au-delà des remerciements et des félicitations pour cet exemple Djambar, il y a surtout la question centrale. Est-il possible de décentraliser, autrement dit de dupliquer Djambar partout au Sénégal? Oui, c'est parfaitement possible.
Nous avons nous-mêmes essayé, avec un certain nombre d'amis, de conceptualiser et presque de franchiser le concept Diambar. Et aujourd'hui, un certain nombre de pays africains viennent nous solliciter de manière à ce qu'on puisse les aider dans la mise en place d'un institut pareil à Diambar dans leur pays. De fait, du 8 au 18 décembre, je reçois une délégation en provenance du Nigeria qui vient justement étudier avec nous la possibilité que nous puissions aller au Nigeria pour implanter un centre Diambar, en soulignant qu'il y en a un qui a commencé à fonctionner en Afrique du Sud. Mais est-ce qu'au Sénégal, il y a le même engouement? Parce qu'on a un gros défaut au Sénégal, quand c'est un national qui fait quelque chose, il y a tout de suite des réticences, des... C'est certain, mais ça, on le sait. Mais si ça doit nous empêcher ça, de prendre des initiatives et d'avancer, notre pays n'aura aucune possibilité de sortir de l'ornière. Et je pense que malgré cette culture qui n'est malheureusement pas très positive dans le fait de permettre aux initiatives d'éclore, on est dans l'obligation de prendre des initiatives. Et s'il faut se battre pour que ces initiatives puissent effectivement réussir. Mais c'est parfaitement possible. À Diambar, on a déjà pris, nous, en tout cas, le départ pour un certain nombre de choses. Nous souhaitons mettre en place un certain nombre de pépinières. Je vois le docteur Dia, je pense que très prochainement, il aura ma visite là-dessus, parce que nous recevons les jeunes à partir de l'âge de 13 ans, mais de 6 à 12 ans, qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai, et c'est le lieu ici de leur rendre hommage, que les éducateurs et les encadreurs d'écoles de football font un travail exceptionnel, mais avec leur enthousiasme et très très peu de moyens. Et ce qui fait que l'encadrement est quelque part déficient de ce point de vue. Et donc, l'année dernière, nous avons lancé à Bourg la première pépinière Diambar, dans laquelle on reçoit 150 jeunes entre 6 et 11 ans, de manière à commencer à les préparer justement sur les fondamentaux techniques pour la pratique du football. Et ces pépinières, nous souhaitons les essaimer dans tout le Sénégal, de manière à avoir ces initiatives. Oui. Tout n'est pas rose dans ce que vous faites. Dans ce que vous faites, j'y arrive. Le président de la République, quand vous l'avez reçu récemment, vous l'avez interpellé sur le problème des enseignants. Oui, qu'en est-il exactement et c'est quoi votre problème? Non, le problème que nous avons, c'est que aujourd'hui, j'ai avec moi à Diambar une trentaine d'enseignants. Cette trentaine d'enseignants sont des vacataires, puisque ce sont des enseignants qui sont ou au lycée Demba Diop ou dans d'autres structures et avec lesquels nous contractons de manière à ce qu'ils puissent être des chargés de cours chez nous. Et il y a souvent des problèmes en ce qui concerne la maîtrise de l'emploi du temps et surtout en ce qui concerne les matières scientifiques. Parce que au moment où nous avons lancé Diambar, nous avons été voir le professeur Gallo Diop pour lui demander comment on doit structurer la journée des jeunes. Et c'est donc le professeur qui a lui-même structuré la journée des jeunes en nous disant que tous les apprentissages scientifiques doivent se faire le matin, nous donner le quantum horaire nécessaire pour le niveau de concentration des jeunes, imposer la sieste, qui est obligatoire à Diambar, avant effectivement les activités sportives. Et donc ça, c'est le problème. Et ce problème est en passe d'être réglé parce que suite aux engagements de Monsieur le Président de la République, ses collaborateurs sont en contact avec nous pour qu'on puisse effectivement arriver à avoir des enseignants qui sont de manière principale affectés à Diambar et donc qui soient des chargés de cours qui nous permettent de régler l'ensemble de ces différentes questions d'emploi du temps. Faisons de la fiction, une grève d'enseignants et d'élèves à l'Institut Diambar. Je crois que c'est impossible, parce que je serais un défaillant et comme je parle français, je parle espagnol, je peux assez rapidement être en histoire-géographie, il y aurait déjà des cours de ce point de vue. Mais vous savez, on est une structure dans laquelle il y a 100 élèves. Les enseignants à Diambar sont dans des conditions qui sont des conditions, je pense, bien meilleures que celles qu'ils ont effectivement au niveau de l'éducation nationale. Nous cherchons une symbiose, mais au-delà de la question également matérielle,
nous essayons que l'ensemble des gens qui sont autour de Diambar partagent une philosophie. Et tous les jours, je le dis à Boubacar Gadiaga, Moussa Kamara, mais également à Tambérou et à tous les enseignants, ce qui est important à Diambar, ce ne sont pas les adultes. Je leur ai dit, écoutez, excusez-moi, je vais être trivial, les adultes, je m'en moque. Ce qui m'intéresse, c'est les enfants. Je n'ai pas envie qu'un parent de Tambacounda, de Saint-Louis, de Fatick, de Tivaouane, de Dakar, de Thiès, etc., me confie son enfant à 13 ans avec beaucoup d'espoir et beaucoup de confiance, et que nous soyons, nous, en tant qu'adultes, en train de nous étriper pour des prébendes, pour des avantages, en oubliant l'essentiel, qui est, à Diambar, le développement de l'enfant. Alors, avant de venir, j'ai lu un peu une coupure de presse. L'Institut Diambar cité dans un problème foncier. Vous avez acquis 2 baux avec des prix au mètre carré très loin du tarif normal. Le premier sur surface bâtie est de 5472 mètres carrés payé à 354 francs le mètre carré. Le second est sur surface non bâtie et de 144 528 mètres carrés payés à 6 francs le mètre carré. Comment en est-on arrivé à obtenir de telles largesses à l'Institut Diambar? Très bien, mais ça renvoie tout à l'heure à ce que vous disiez, qu'il est extrêmement difficile de prendre des initiatives qui sont des initiatives sociales. L'angle d'attaque pour la compréhension de ce problème, c'est qu'il faut savoir que Diambar est une association à but non lucratif. Je m'interdis d'utiliser 25 francs CFA de Diambar pour acheter un paquet de cacahuètes. Tout l'argent de Diambar retourne aux enfants pour leur éducation et pour la mise en place d'infrastructures. En 2002, en janvier, je sollicite l'État du Sénégal pour la mise à disposition d'un terrain pour le projet qui, à l'époque, n'était qu'une idée. On nous a attribué à la SAPCO 15 hectares et Diambar, sous ma présidence, est reçu par le président Abdoulaye Wade. Nous lui donnons la maquette, nous lui présentons les idées et nous le sollicitons dès 2002 pour qu'il mette à notre disposition un titre foncier sur ces 20 hectares qui nous étaient accordés, qui ensuite sont devenus 15 hectares. Parce que, Mamoudou, je ne sais pas si vous le savez, mais un terrain de football, c'est 1 hectare. Un seul terrain de football, c'est 1 hectare sans les dépendances. Le président Abdoulaye Wade nous dit, ce n'est qu'un projet. Je ne peux pas vous donner un titre foncier et un terrain sur la base d'un projet, parce que tous les Sénégalais sont porteurs de projets. Maintenant, ce que je peux faire, c'est pendant la période de construction, que nous avions nous-mêmes estimé à 5 ans, je peux vous donner le terrain à titre gracieux, et si vous réalisez le projet que vous êtes en train de me décrire, à ce moment-là, l'État du Sénégal vous soutiendra en vous donnant un titre foncier. On est en avril 2002. La SAPCO nous reçoit sur les instructions du chef de l'État, met en place un contrat signé par le président directeur général de la SAPCO et le président de Diambar, en l'occurrence ARSEC. Septembre 2002. Pour 5 ans, avec une gratuité sur une période de 5 ans, donc de septembre 2002 à septembre 2007. Contrat enregistré à la direction des impôts et domaines en bonne et due forme. En septembre 2007, nous avons fini de construire Diambar, puisque en décembre 2005, toutes les promotions de Diambar vivaient à l'intérieur de l'Institut. Nous n'avions pas encore de terrain synthétique, mais nous avions toutes les facilités en termes d'hébergement et en termes d'école et d'administration. Nous avons donc sollicité l'État du Sénégal, à nouveau, pour demander au chef de l'État que l'engagement qui avait été pris puisse être concrétisé. Nous avons été dans des discussions, et j'ai des courriers à l'époque de M. Zakaria Diaw, ministre, directeur de cabinet du chef de l'État, et jusqu'en fin 2009, il n'y a pas de concrétisation de l'engagement de nous céder à titre gracieux le titre foncier. La direction de la SAPCO nous interpelle en nous disant qu'ils ne peuvent pas continuer dans cette
situation de non-droit et qu'il faut mettre en place un contrat. Contrairement à ce qui est dit, les 5472 mètres carrés ne sont pas à 354 francs. Ils sont à 435 francs, au même titre que tous les hôtels de la place sur la Petite Côte. L'accord que nous avons trouvé, c'est que j'ai dit aux gens de la SAPCO que Diambar est une association à but non lucratif et que nous n'avons pas vocation des hôtels à louer pour recevoir un certain nombre, pour avoir des recettes. Et les 144 000 les 140, carrés, les 140, à 6 francs, parce que ce que je leur ai expliqué, c'est que si je devais louer un terrain de football, 1 hectare, à 435 francs le mètre carré, ça ferait 43 500 000 francs la location d'un terrain de football dans l'année. Mamoudou, je pense que vous pouvez interroger les footballeurs. Louer un terrain de football à l'année à 43 500 000, sur 10 ans, le terrain m'aurait coûté 435 millions. Je pense que c'est quand même hors de propos et toute personne dotée d'un minimum de bon sens peut comprendre que ce n'est pas acceptable. Oui. Et donc la SAPCO, elle-même, nous a proposé de nous louer les surfaces bâties au même titre que les hôtels et toutes les surfaces non bâties qui servent de terrain de football et d'aire de jeu au même tarif qu'ils ont fait au golf de Sali, qui était là 15 ans avant nous, qui était de 6 francs le mètre carré. J'ai beau argumenter pour dire que eux, ce sont des opérations commerciales et que nous, on est une association à but non lucratif, la SAPCO a insisté pour qu'on signe un contrat sur cette base, en disant que le conseil d'administration n'autorise pas autre chose. Nous avons donc signé un contrat sur cette base. Le problème est réglé aujourd'hui? Non, le problème n'est pas réglé. Parce que quand on a signé le contrat en 2012, il est réglé pour nous, mais apparemment il ne l'est pas pour la SAPCO. Oui. Puisqu'on a signé en 2010 ce contrat et on a fait rétroagir le contrat à septembre 2007. Et on vous réclame plusieurs milliards. Alors, donc, j'ai payé sur la base du contrat nouveau que j'ai signé avec la SAPCO, enregistré à la direction de l'enregistrement des droits et du timbre, donc en bonne et due forme, j'ai payé de septembre 2007 au 31 décembre 2012, ce qui est prévu dans le contrat que j'ai avec la SAPCO. Et donc, je ne dois pas un centime à la SAPCO. Qu'attendez-vous de l'actuel chef de l'État? Non, je voudrais quand même clarifier les téléspectateurs sur les positions de la SAPCO. Parce qu'aujourd'hui, la SAPCO me réclame sur 2 courriers. Sur un premier courrier, 457 millions, et sur un deuxième courrier, 892 millions. La position de la SAPCO, c'est de dire, on vous a donné 5 ans de gratuité, ce n'est pas normal, le contrat là n'est pas valable, donc vous nous devez 5 ans d'arriéré à 435 francs. Et comme vous ne l'avez pas payé à ce moment-là, on vous applique les pénalités de retard. Et de 2007 à 2012, vous deviez payer, vous avez payé 6 francs au lieu de 435, on vous facture donc la différence, et comme vous n'avez pas payé à temps, on vous met aussi la pénalité de retard, ce qui est de 892 millions, donc quasiment 1 milliard de francs CFA. Vous allez payer? Nous n'allons pas payer puisque nous ne les devons pas. Nous avons un contrat avec la SAPCO et ce contrat a été scrupuleusement respecté. Vous avez quand même demandé à l'actuel président de la République d'intervenir. Non, nous lui avons demandé de nous octroyer à titre gracieux le titre foncier, le terrain sur lequel nous sommes. La SAPCO maintenant nous a assignés en justice en expulsion. Ce que je voudrais dire, c'est que depuis le octobre 2012, la SAPCO n'est plus attributaire du droit au bail de la SAPCO. Donc la SAPCO n'est plus partie à cette affaire. Elle ne peut même pas, elle n'a pas qualité pour nous assigner en expulsion. Elle n'est plus cessionnaire du droit au bail, c'est l'État du Sénégal qui est aujourd'hui qui a ce bail. Et le chef de l'État, il va le faire, il l'a fait? Écoutez, le chef de l'État a pris des engagements. Ces engagements prennent du temps à se mettre en œuvre. La mise en œuvre a commencé avec ses conseillers. On est en train de travailler avec eux pour voir les meilleures conditions dans lesquelles l'État du Sénégal peut nous céder le bail, mais je n'ai aucun doute que les engagements du président Macky Sall seront tenus. Ce qui m'étonne, c'est qu'un démembrement de l'État voit le chef de l'État prendre des positions comme celle-là, et 2 jours après,
prend des initiatives qui sont totalement en césure avec les engagements du chef de l'État. Alors, un autre sujet, mais avant de l'introduire, j'invite mes confrères Charles Faye et Salif Diallo de profiter de la diffusion du sujet pour nous rejoindre sur le plateau. Djambar, un club de son temps, un club moderne, à l'opposé de clubs dits traditionnels, mais difficile de parler du football sénégalais sans parler de la Jeanne d'Arc et du Jaraaf de Dakar, deux clubs dont l'histoire se confond avec celle du Sénégal d'avant et d'après indépendance. La GIA, la doyenne des clubs, est née en 1911 et se morfond aujourd'hui au bas de l'échelle de notre football, tandis que son rival de toujours, le Jaraaf, résiste tant bien que mal au vent nouveau incarné par Djambar avec le trophée de Coupe du Sénégal. Les deux équipes les plus célèbres et les plus titrées du Sénégal sont comme prises dans le piège du temps, passé, présent et futur. Un document de Cheikh Tidiane Diaw avec la complicité d'Ibou Diouf à la caméra. Quand on retrace l'histoire du football au Sénégal, ces deux clubs sont incontournables. Normal, la Jeanne d'Arc et le Jaraaf totalisent respectivement 102 et 44 ans d'existence, des clubs traditionnels qui ont longtemps fonctionné grâce au mécénat. Donc il n'y avait pas suffisamment de moyens. Donc ce qui attirait le joueur dans un club, c'est l'amour du maillot. Les joueurs, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas de salaire, il n'y avait rien. Les pères fondateurs du Jaraaf, c'était de hauts fonctionnaires qui étaient déterminés à mettre la main à la pâte et qui s'organisaient effectivement avec les structures qui existaient, qui apportaient un peu leur soutien, mais que cela dépendait plus des moyens des membres du club. Le Jaraaf et la Jeanne d'Arc détiennent aussi le plus beau palmarès du foot local. La question qu'on se pose est que pourquoi ces clubs n'ont su se structurer comme ceux du Maghreb, au plus proche de nous, Djambar de Saly. Il y va de la responsabilité de certains dirigeants. La Jeanne d'Arc avait le siège de la Gueltapé qu'avait donné l'église. Bon, ça a été mal géré. Ensuite, on a eu notre terrain. Le terrain de la Jeanne d'Arc devait en tout cas constituer vraiment le moyen pour que ce club puisse se développer. On avait des partenariats avec la Juventus, avec pas mal de clubs, mais le patrimoine qui pouvait nous permettre de réussir ça a été dilapidé. Mais ce qui l'explique, c'est qu'il y a une rupture entre les différentes générations. Je pense que les pères fondateurs du Jaraaf ont terminé leur mission et ont laissé en héritage quand même un patrimoine assez important. Nous avons passé peut-être 10 à 13 ans où certains membres de notre club avaient pris leur distance, ce qui nous a valu effectivement ce dénuement auquel nous avons assisté. Ainsi, sous l'ère du football professionnel au Sénégal depuis 4 ans, ces clubs traditionnels ont connu des fortunes diverses dans la transition et accusent. La transition du foot amateur au club professionnalisme, ça a été un problème pour les clubs traditionnels. Du fait de 3 phénomènes. Il y a la prolifération des clubs que je dis nawetan qui aspirent à jouer à l'élite. Il y a aussi ce que j'appelle la race de nouveaux dirigeants qui viennent au club que mûs par leurs intérêts personnels. Il y a le problème des affiliations au niveau des instances fédérales des clubs que je dis clubs de type nouveau. La dernière Coupe du Sénégal, nous venons de la remporter malgré toutes les difficultés et les péripéties. Le Jaraaf continue à faire face. Chaque année, nous glanons un trophée. Le club traditionnel est par essence association. Et dans une association, on ne respecte pas souvent les textes parce que les textes disent actif et à jour de ses cotisations. Cela n'a pas toujours été le cas, mais je crois que nous avons su faire avec pour peut-être garder le flambeau haut. Sayer Seck, c'est un dirigeant du Jaraaf. Sayer Seck est connu comme membre du Jaraaf. Il est parti créer Djambar au lieu de renforcer le Jaraaf. Ça, c'est un problème. Les gens oublient que nous sommes un club pluridisciplinaire. Nous nous occupons de basket, de handball, d'athlétisme et de football. Néanmoins, même si ce sera plus compliqué à la Jeanne d'Arc, ces clubs sont sûrs qu'ils vont continuer d'exister. Si le Jaraaf gagne un titre régulièrement, c'est parce que le Jaraaf a été formaté dans la confrontation, dans le difficile, parce que nous savons que le difficile est le chemin. Et que nous restons solidaires dans les moments difficiles, parvenant à rendre les ressources pérennes et les ressources suffisantes pour que l'on ait les moyens de notre politique. L'avantage qu'ont les clubs traditionnels, c'est qu'ils
il bénéficie d'une base populaire, d'une assise populaire. La Jeanne d'Arc, le Jaraaf ont guidé les pas du football au Sénégal dans l'amateurisme. Avec l'avènement du nouveau type de club comme Jambar, ils sont appelés à se moderniser ou disparaître. Sayer, commentaire sur cet élément, sur GIA et Jaraaf. Jambar, le mal ou l'antidote du Jaraaf et de la GIA? Non, le complément. Le complément, ni le mal ni l'antidote. C'est le complément, parce qu'un football, c'est un ensemble d'éléments qui effectivement peuvent aller ensemble. Vous savez, l'histoire du football, vous le disiez tout à l'heure, le temps est le meilleur juge. Aujourd'hui, il y a effectivement un vent nouveau, un peu symbolisé par Jambar, Dakar Sacré-Cœur, un peu Génération Foot, même si sportivement Génération Foot a un certain nombre de difficultés, mais le meilleur juge, c'est effectivement le temps. Vous savez, le stade de Reims de la belle époque a connu également, ainsi que Lille, a connu un creux avant aujourd'hui de revenir en première division. Saint-Étienne. Et donc, je pense qu'on est quand même extrêmement sévère au Sénégal, et ça, ce sont les journalistes sportifs particulièrement, sur l'appréciation, l'évaluation et surtout la projection des clubs traditionnels. Je crois qu'il mérite quand même un peu plus de considération. Et vous avez quitté le Jaraaf, vous l'avez abandonné, est-ce vrai? Vous avez abandonné le Jaraaf pour l'Institut Jambar? Non, il s'est trompé, il s'est un peu trompé. Moi, je n'étais pas au Jaraaf, moi j'étais joueur de l'US Gorée. J'ai fait toutes mes classes à l'US Gorée et une partie de mon éducation, je la dois aux dirigeants de l'Union sportive goréenne. Alors c'est vrai qu'à l'époque, tout bambin, j'ai été supporter du Sporting de Kaolack, puisque je suis un natif de Kaolack, puis ensuite des Espoirs de Dakar. Mais je n'ai jamais été un fan d'un club. Moi, j'ai toujours été à la recherche du beau football. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis un fan absolu de Barcelone. Et donc, voilà. Non, je n'ai pas abandonné pour Jambar. J'ai pensé que Jambar me permettrait d'exprimer les idées que j'avais. Voilà. D'abord, merci pour l'invitation. Je suis bien placé pour parler de Jambar. Je pense que j'étais présent le jour où il y avait cette première pierre-là qu'on avait mise en 2003 à Jambar. Donc, je suis bien placé comme Charles pour en parler. Et surtout, je vais peut-être dire une information aujourd'hui. Avant-hier, il y a un Sénégalais qui est en Azerbaïdjan. Il s'appelle Khalidou Sissoko. Il était avec Alassane Dour à la Coupe du Monde de 2002. Bon, il était le 3e gardien. Il avait regardé les images. On l'a perdu de vue celui-là. C'est ça. Il a commencé sa reconversion comme préparateur de gardien de but. Il a vu les éléments sur Jambar. Il m'a dit qu'il va convaincre le président de Bakou FC, qui est Hafiz Mamadov. Hafiz Mamadov a mis 17 millions d'euros au RC Lens. 10 millions d'euros, ça fait 6 milliards 500. Bon, je suis très nul en calcul, je ne peux pas mettre. Donc, il a vu Jambar. Il a dit qu'il faut qu'il fasse quelque chose comme ça. Il va pousser Hafiz Mamadov, qui a mis de l'argent à l'Atlético de Madrid, qui a mis de l'argent à Porto, qui est en train de permettre à Lens de revenir en L1 française, qui va le convaincre pour faire un autre truc pour Jambar. Donc ça veut dire vraiment que Sayer est en train de semer quelque chose d'important dans ce pays-là. Moi, par contre, j'ai quelques questions à poser aujourd'hui à Sayer Seck. Sayer, ça fait 10 ans Jambar. Quand est-ce que Jambar va s'autofinancer à travers la prime à la formation? Quand est-ce que Jambar va arriver à s'autofinancer? Peut-être la deuxième question que j'ai envie de dire, le Sénégal, l'équipe du Sénégal, Alassane Dour ne me démentira pas, a un problème d'arrière droit. À part Sadio Mané aussi, on a un problème de meneur de jeu. Jambar n'a pas encore produit un arrière droit qui joue en L1 française, pas encore. Un meneur de jeu qui évolue en L1 française, niveau L1 française. Qu'est-ce qui fait que depuis 10 ans, vous n'avez pas pu produire ce genre de footballeur-là? J'aimerais je vais passer la parole. Très bien. Réponse rapidement de Sayer et puis Charles Faye. Oui, depuis 3 ans, Jambar s'autofinance. Depuis 3 ans, les promoteurs que nous sommes ne mettons plus d'argent de notre poche pour financer Jambar. Jambar trouve lui-même plutôt, les ressources pour effectivement s'autofinancer. Vous touchez des dividendes? C'est pas encore rentable? Non, nous on ne touche pas de dividendes, c'est une association à but non lucratif. Oui. Et donc quand il y a des excédents, ces excédents ou sont réinvestis, ou sont gardés, parce que le football
comme la pêche, comme la mer, ce sont des vagues. Et donc, il y a des hauts et des bas. Et donc, il faut quand même savoir garder quelques ressources en cas de coup dur. Mais aujourd'hui, Diambar est un modèle économique qui également donne des résultats qui sont des résultats satisfaisants. Maintenant, en ce qui concerne la formation, si nous formons un certain nombre de jeunes, peut-être pas encore à ce niveau-là, mais vous savez, là, dans la formation, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en considération. Et avant que la Masia à Barcelone ne produise Xavi, Iniesta, Fabregas et autres Pedro, ils ont passé quand même 30 ou 40 ans. Aujourd'hui, un des meilleurs centres de formation en France sont ceux de Lille et de Lens. Pour le moment, nous avons, produit beaucoup plus de joueurs professionnels que ces deux centres de formation. Alors, c'est une question qui nous interpelle. Et moi, je dis toujours... Vous modélisez, fan de Barcelone, sur l'exemple de Barça. Autrement dit, est-ce qu'on peut avoir un Messi au Sénégal? Ben écoutez, c'est tout le mal que je nous souhaite. Maintenant... Non, je suis précis. Est-ce que c'est possible? C'est possible, c'est parfaitement possible. C'est à force de travailler... Dans quel... C'est à force de travailler... Dans quel tempo, dans quel timing? Vous savez, on reçoit les jeunes à 13 ans. À partir de 13 ans, si le jeune n'a pas un certain nombre de qualités individuelles de base en termes d'explosivité, il est impossible de créer demain un autre Messi. Voilà. Mais dans notre travail et dans notre recherche, on recherche les modèles de jeunes à qui on peut apporter des choses qui nous permettent peut-être d'avoir quelqu'un aussi bon que Messi, sinon meilleur que lui. Charles Faye. Merci Mamadou. Quelques questions que je voudrais poser, c'est est-ce que un club du championnat de la Ligue de football professionnel peut-il acheter un joueur de Diambar? La deuxième chose, est-ce qu'il a les moyens d'acheter un joueur du club Diambar? L'autre chose, c'est comment a-t-on pu laisser la désacralisation des clubs traditionnels par une cannibalisation du Navétane du sommet en regardant faire et qu'il existe des clubs comme le Port de Dakar qui aurait pu être le club, je veux dire un club derrière, une administration derrière Gorée, la SCIB qui aurait pu être derrière Linguère. Comment a-t-on pu laisser, je veux dire, un tel charivari arriver dans notre football au point où on n'est même pas capable de sortir du premier tour des préliminaires de championnat de clubs en Afrique? Très bien. Écoutez, c'est tout un programme. Je pense qu'on peut en débattre ça jusqu'à demain. Maintenant, est-ce qu'un club de Ligue 1 ou de Ligue 2 peut acheter un joueur de Diambar? C'est une question qu'il faudrait poser peut-être au président des clubs. Moi, je n'en sais rien. Moi, en tout cas, j'ai un certain nombre de joueurs qui sont disponibles. Vous vendez un joueur à combien? Pour poser écoutez, la question qu'on se pose à Sandaga. Écoutez, si c'est cher sec, c'est 200 millions. Si c'est mon ami Tamsir Cissé, c'est peut-être 20 millions. Mais non, mais bon, au Sénégal, on sait effectivement que ce ne sont pas des prix qui se pratiquent. Aujourd'hui, on a quand même un certain nombre de joueurs qui jouent dans certains clubs. Thierno Thioune est un des joueurs phares de l'AS Pikine. Il a coûté 0 francs à l'AS Pikine. Parce qu'on estime qu'effectivement, c'est aussi notre vocation de permettre d'abord aux jeunes de jouer, d'avoir un peu plus de temps de jeu et de ne pas avoir la concurrence qu'il y a à Diambar, mais également au club de pouvoir effectivement bénéficier. Je suis en discussion avec la Ligue pour certains jeunes, avec Touré Kunda, avec le stade de Mour, avec l'US Gorée, où certains jeunes de Diambar sont en train, avec Ngor, où certains jeunes de Diambar sont en train effectivement d'aller. La cannibalisation des clubs traditionnels de notre football par l'apparition de Diambar, de Navétane, qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, vous savez, tout dépend de quel angle on se place pour parler de cannibalisation. Vous savez, le football, toute l'administration autour du football est importante, mais le football, c'est une histoire de résultats sur le terrain. Je veux dire, si l'équipe de Niaritali a des résultats meilleurs que ceux de la Jeanne d'Arc, je ne vois pas pourquoi Niaritali ne serait pas en première division. Si Diambar peut battre Touré Kunda et Yego ou battre le Djaraf, je ne vois pas pourquoi Diambar ne serait pas champion. Donc, il n'y a pas pour moi de charivari. Il y a une évolution qu'il faut effectivement accepter en ce qui concerne le football. Parce que le club qui quitte le Navétane, qui se structure pour aller en première division, qui emploie 50 personnes et qui a un budget de 80 millions,
je ne comprends pas pourquoi on en parle toujours comme un club navétane. Ce n'est plus un club navétane, c'est un club professionnel. Et donc, je pense que c'est le caractère professionnel à ce moment-là qu'il faut prendre en place. Et si ces dirigeants ont pris toutes les initiatives, toutes les diligences pour être un club professionnel, pour mobiliser un budget de 80 millions, et que le club traditionnel ne l'a pas fait, c'est le club navétane, le club traditionnel qui doit aller au navétane et qu'on laisse le club professionnel jouer. Mais fondamentalement, qu'est-ce qui a changé entre l'amateurisme et le professionnalisme? Nous avons un football qui n'est pas attractif. On ne remplit pas nos stades. Les sponsors ne viennent pas. Salif? Les gens se trompent. Oui. Les gens se trompent. Moi, je pense que j'ai la chance d'aller au stade. Tout à fait. Contrairement mais après, c'est Sayer qui répond. Oui, d'accord. Je ne l'aide pas, je dis les faits. Assez souvent, beaucoup de gens restent, des confrères à moi, qui restent parfois à la maison, qui préfèrent regarder, je ne sais pas, bon, peut-être c'est plus attractif, il y a la Prime League, comme Charles parfois, il préfère regarder au Barça, Messi, c'est bien. Mais les gens sont en train de se tromper. Il y a une révolution qui part du bas, qui est en train de monter. C'est pourquoi les clubs traditionnels, avec leur organisation traditionnelle, ne voient rien venir. Ils sont en train d'être balayés. Parce qu'en fait, la vérité, c'est quoi? Gaucher Paye, il était où? Il était à l'AGIA. C'était un formateur à l'AGIA. Aujourd'hui, il est à Djambar. Asdiak, il est où? Il ne fait plus rien au Djaraf. Et pourtant, en 86, moi, je n'ai pas regardé la CAN 68, je n'étais pas encore né. 86, quand même, on a regardé un peu. Mais pourquoi on est allé à 86? Parce que la base, c'était quoi? L'équipe du Djaraf, qui a été formée par qui? Par Asdiak. En 2002, quand on était parti, il y avait le centre qui était là, à côté, là. Comment ça s'appelle? Aldo Gentina. Aldo Gentina, c'était la base. Après, les Alassane sont venus avec Saint-Etienne. C'est aussi simple que ça. Maintenant, les clubs traditionnels ne le font plus, mais ils sont lâchés, ils sont largués. C'est aussi simple que ça. Merci Salif pour cette contribution. Mais toujours est-il que Salif, mais justement, ma question c'est pourquoi on ne peut pas avoir la prétention de faire en sorte que les Sénégalais devant leur téléviseur préfèrent regarder un Gia Djaraf, Djambar Casa Sport que Barça Real et autres? C'est ça aussi l'ambition, non? Je pense qu'il faut partir de ce constat, mais qu'il ne faut pas rester sur ce constat brut. Je pense qu'aujourd'hui, dire que le championnat du Sénégal n'offre pas un spectacle attrayant n'est pas tout à fait conforme à la réalité. Depuis 4 ans, on travaille à améliorer effectivement cette qualité. Et les dernières années, les 2 dernières années, nous avons eu des matchs qui sont des matchs qui ont été attrayants. Nous avons un public qui commence à revenir au stade. L'année dernière, nous avons fait un certain nombre de fois le plein au stade d'Demba Diop. Dans les régions, le docteur Dia est là, les stades sont archi-combles quasiment tous les week-ends. La finale de la Mais on ne le voit pas. Écoutez, c'est une pierre dans votre jardin. Vous savez le développement du football, la télévision y joue un rôle extraordinaire. Si aujourd'hui le championnat de France est attrayant, si les équipes en Angleterre sont performantes et attrayantes, c'est parce que la télévision anglaise paye 3 milliards d'euros au football, à la fédération anglaise qui est redistribuée aux clubs qui peuvent à ce moment-là aller acheter des joueurs. En France, c'est 600 millions d'euros qui tous les ans sont payés par la télévision. Aujourd'hui, quand je viens chez vous au groupe GFM pour que vous assuriez la production, vous nous demandez de donner de l'argent. Voilà. Et donc, il y a quand même cette problématique qui est une problématique qui va arriver. Oui, justement là, est-ce qu'on aura les matchs de la Ligue 1, par exemple, dès la prochaine saison sur les chaînes de télévision? Vous étiez avec la RTS, contrat rompu. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut attendre? Mais ce qu'on peut attendre, c'est qu'on puisse discuter et nous entendre avec une chaîne de télévision. C'est ouvert? C'est ouvert. C'est ouvert, c'est ouvert et je pense que certains de vos collaborateurs d'ailleurs le savent parce que je parle avec eux, je parle avec les autres chaînes de télévision. Et ça coûte combien pour avoir tous les matchs de la Ligue 1? C'est même pas cher. C'est combien? C'est même pas cher. Oui, aujourd'hui, nous ne sollicitons même pas une enveloppe financière des télévisions pour venir retransmettre. Ce que nous souhaitons, c'est que les télévisions viennent avec nous, filment le spectacle, que nous puissions contribuer à le vendre ensemble et que sur la base des ventes qui sont réalisées, qu'on puisse effectivement avoir un partage des recettes. Donc, très bien. C'est quand même vraiment très ouvert. Alors maintenant, aux télévisions de jouer. Je vais donner la parole à Alassane Ndour, à Diallo, Lamine Boub et Amadou Kane qui demandent la parole tout à l'heure. Mais c'est juste le temps d'introduire un autre sujet. C'est sur l'équipe nationale de football qui est la vitrine de notre football.
Encore une qualification ratée au Mondial 2014, le Mondial brésilien, le pays de Pelé. Un match nul, un but partout face aux éléphants de Côte d'Ivoire à Casablanca au Maroc en match retour. À l'aller, une défaite 1-3 à Abidjan. Mais un match nul que les gens trouvent finalement bon. Et Abdoulaye Der s'est intéressé à cette rencontre en estimant qu'après la phase de la reconstruction, il faut passer très rapidement à la phase de la confirmation. Un sujet d'Abdoulaye Der. Après 10 matchs, toutes compétitions confondues, Alain Giresse trouve enfin l'une des bonnes formules qui donne satisfaction dans le jeu des Lions. Mais trop tard pour la qualification à la Coupe du Monde 2014. Le match livré par la banda Sadio Mané Karambodj face à la Côte d'Ivoire à Casablanca le 16 novembre dernier laisse un goût de cendre. Le Sénégal peut avoir des regrets qui sont à mon sens de 3 ordres. Le premier regret, c'est d'abord dans ce match-là de n'avoir pas concrétisé les occasions que l'équipe s'est créées. Deuxièmement, de n'avoir pas joué le match qu'il fallait lors de l'aller. C'était un non-match. Et troisièmement, et plus subjectivement, on peut penser que la suspension du stade Léopold Sédar Senghor a eu aussi ses conséquences, puisque ce match-là, disputé dans un contexte qui nous est plus familier, pouvait, c'est vrai, prendre peut-être une autre allure que celle que nous avons connue. Et je dirais en dernier lieu que si, en voyant les Ivoiriens manifester leur joie à la fin du match de manière aussi tonitruante, cela prouve qu'eux-mêmes, ils n'étaient pas du tout tranquilles et qu'ils ont dû pousser un vrai ouf de soulagement. Et le technicien français aura beaucoup essayé, ce qui a suscité moult interrogations, comme ici lors de la publication de la liste des joueurs qui vont faire face à la Côte d'Ivoire. Je suis surpris de la liste. Moi, je pensais plutôt que l'équipe n'était pas mauvaise, mais elle a manqué d'engagement, d'ambition et d'orgueil. Donc je pensais qu'il allait conserver le même groupe. À Sougou, par exemple, quand il ne marchait pas, quand il ne jouait pas, on l'appelait. Maintenant qu'il marche, on ne l'appelle pas. Donc il y a des contradictions. Mais si tu prends Djamé, ça fait 3 matchs qu'il ne marche pas. Bon, la même théorie peut être faite sur Djamé. Par exemple, bon, certainement il va à la monnaie, il ne va pas jouer, certainement. Mais donc il y a un petit peu de choses que je ne comprends pas, de contradictions, bon, peut-être dans sa liste, mais bon, c'est lui seul sait, quoi. Je reste à une vision par rapport au match, parce qu'aujourd'hui, je me dis que quand on demande à un entraîneur d'aller superviser, c'est pour connaître l'équipe adverse, connaître les joueurs, leurs potentialités, leurs faiblesses. Alors quand on joue avec cette équipe plusieurs fois, je pense que maintenant, il n'y a plus droit à une erreur, parce que moi, je ne peux pas être attaquant, et pendant 90 minutes, je touche 2 ballons. Hein, ça, c'est inadmissible. Donc je pense que Giresse aujourd'hui doit s'appuyer sur ça et dire à ses joueurs, écoutez, celui qui ne fait pas mon boulot, ce que je veux, il n'y a pas que la Coupe du Monde, il y a une échéance qui va arriver. C'est fini, tu es rayé de ma liste. Parce qu'aujourd'hui, les Sénégalais ont faim, les Sénégalais en ont marre de perdre tout le temps au dernier fil. Tout de même, force est de constater qu'à l'issue du dernier tour des barrages retour de la Coupe du Monde 2014, le groupe Sénégal né à Casablanca peut valoir des satisfactions dans l'avenir. Il faut maintenir le groupe et ajouter d'autres phénomènes qui peuvent sortir dans n'importe quel championnat. Donc pour ce groupe-là, si, il faut maintenir ce groupe parce que pour former une génération, il faut que les joueurs jouent beaucoup plus davantage et se connaître mieux. Et au fil des années, c'est là qu'on arrivera à bâtir une grande équipe. Malgré l'embellie que constitue la prestation des Lions face à la Côte d'Ivoire, il ne faut surtout pas oublier le plus gros chantier du football et du sport sénégalais, les infrastructures. Mais il n'y a pas que de travailler sur les hauts, c'est de créer encore d'autres stades parce qu'il y en a peu ici au Sénégal. Il faut mettre les moyens, surtout les moyens de base. C'est vrai, la base ce sont les jeunes, mais la base avant les jeunes, ce sont les infrastructures pour pouvoir mettre ces jeunes et permettre ces jeunes et les entraîneurs et tout le staff et la commission de travailler. Avec la fin de la suspension du stade Léopold Sédar Senghor fin novembre, la réhabilitation de l'infrastructure s'impose. C'est la première des urgences sur le chemin de la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2015. Je vais donner la parole au sportif Alassane Ndour.
après ce sujet sur le Sénégal qui a encore raté une qualification en Coupe du Monde, chose que vous aviez faite quand même en 2002, n'est-ce pas? Oui, bonjour Monsieur Kane, merci de nous avoir invités avec mon ami Diallo, merci aussi à Der. Avant tout, je vais profiter de l'occasion pour féliciter et encourager M. Sayer Seck par rapport au Djambar. Je trouve que c'est un projet excellent. Aujourd'hui, c'est un vecteur de développement pour le Sénégal. Je dis offrir aux jeunes de l'éducation et du sport. Je trouve que ça, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on devrait encourager. Voilà. Par rapport au Sénégal aussi, la défaite, la non-qualification de l'équipe du Sénégal. Aujourd'hui, on peut être frustré. Je trouve que tout le Sénégal attendait cette équipe-là. Pendant 3-4 matchs, on n'a pas vu une équipe vraiment de valeur. Il se trouve qu'au dernier match, on a vu un changement. Je ne sais pas dû à quoi, mais on a vu une autre équipe du Sénégal réagir. Et je trouve que c'est dommage aujourd'hui d'en arriver là parce qu'on était vraiment très très proche de la qualification, vu le spectacle qu'ils nous ont donné, vu l'engagement, la technique, tout ce qu'on attendait d'eux, sauf la victoire, parce qu'on n'a pas vu la victoire quand même. Hein. Il y avait quand même la victoire que le Sénégal attendait derrière. On ne l'a pas vu, mais on a vu du beau jeu, on a vu de l'engagement. Aujourd'hui, je pense qu'il faut profiter, il faut garder cet acquis-là qu'on a eu au dernier match et ne pas dormir sur nos lauriers, ne pas rentrer dans nos travers, profiter de cet acquis-là pour garder cette équipe et essayer d'aller à la Coupe d'Afrique avec un bon état d'esprit, avec aussi ces mêmes engagements qu'on a vus contre la Côte d'Ivoire. Diallo, Mamadou Diallo, le Sénégal ne gagne plus, en tout cas ne se qualifie plus. Merci, je préfère parler en wolof, je suis plus qu'à l'aise que comme ça. D'abord, Sayer, de me les remercier, de les féliciter. Je pense qu'on se connaît très bien. Je t'ai toujours dit que toujours topal ñi lay wax deug que mo gën yi nga xamé dañuy bëgg lu la neex. Donc c'est vraiment tu es un exemple et je pense que da nga wax sank wax bu am solo parce que da nga wax né lepp luy dug génn Jambar soxlo loko day démat ci club bi. Je pense qu'aujourd'hui Sénégal on a besoin des dirigeants comme ça. On n'a pas besoin des dirigeants qui mangent l'argent du foot parce que li ñu soxla dañu soxla ay dirigeants yo xamné à l'époque wax nañ fi ne pourquoi léegi amul spectacle bu bari dans le football sénégalais mais moi je me rappelle avant may génn dem les stades étaient pleins parce qu'on avait des dirigeants qui sortaient leur argent leur poste donner les jours. On avait des dirigeants qui sortaient leur argent fait dans les clubs mais aujourd'hui c'est le contraire. Aujourd'hui tu vois les dirigeants lu ci bari ci club yi la ñuy dundee mais avec ça mais les clubs ils peuvent pas avancer. Si on voit une équipe comme Jaraaf comme Jeanne d'Arc et tout ça c'est des clubs yoo xam ne il faut qu'on attende qu'on s'arrête de dire l'État. L'État dafa war a def mais aussi il faut qu'on prenne un exemple comme Sayer dafa commencer léegi État war a ñëw jàppale ko. Il faut pas qu'on pense que lépp État da ko def ñun ñoo war a def benn pas bi d'abord État jàppale ñu. waaw loo wax ci équipe nationale bi. beneen bi au niveau de l'équipe nationale man je l'ai dit depuis au début. Tu sais souvent comme damay nekk commentaire télé des fois da ngay wax dañuy foog ne da ngay sànni xeer ou autre chose. Moi, je peux mënuma sànni xeer parce que moi j'ai défendu couleur l'équipe nationale. J'ai payé mes propres tickets pour l'équipe nationale. J'ai beaucoup fait pour l'équipe nationale. Mais moi, je parle sur le contexte de logique. Man, bi ma gisee équipe bi, au début, j'ai dit que je vois l'équipe nationale du Sénégal qui sort en premier tour, mais pas en deuxième tour. Faut me contexte parce que je l'ai mis dans des points importants. En équipe nationale, il y a beaucoup d'entraîneurs qui défilent. Il y a beaucoup de joueurs qui défilent. Tu ne peux pas avoir une équipe nationale stable. Entraîneurs yu bari dañuy ñëw joueurs yu bari dañuy ñëw et tu attends événement nga bëgg gagner li ngay gagner c'est pas possible parce que au début motax mané je vois l'équipe nationale qui qualifie en premier tour mais pas en deuxième tour. C'est mieux de préparer l'équipe nationale pour la Coupe d'Afrique et le prochain Coupe du monde parce que dans la vie il faut travailler en long terme. Il faut pas travailler en court terme. Et pour moi, ça c'était une chose c'est très important. Les gens pensaient que damay sànni xeer ou qui que soit, c'était pas pour sànni xeer. Donc vraiment, je remercie à Sayer et on a besoin des gens comme vous. Et il faut que les Sénégalais pensent quelque chose aussi. Le football,
dirigeants yi ñoo war a lekk si xaalis bi ñoom dañu war a génnee seen poste. Très bien. Et aussi yóbbu nga suñ benn jour à Jambar donc tu nous as montré vraiment yaa ñu ëpp force. Fan la. Ok. Non fi mu bopp parce que. yow fi nga bokk kay. à Ngor. Ngor waaw kay d'accord. Oui Issa Laye Diop 12e gaynde waaw demal allez-y boo paree on donne la parole aux autres. Merci beaucoup Mamadou. D'abord à vous, félicitations si la pertinence et la qualité de l'émission. Je crois que les Sénégalais ont fini de se l'approprier. Et Monsieur le Président, félicitations des belles initiatives. Je pense que c'est un dirigeant que nous tous nous connaissons. Il a toujours eu à donner un soutien aussi intelligent que dévoué à l'endroit du mouvement associatif. Issa, une question Donc, sur l'équipe nationale du Sénégal. Non, d'abord, je voulais poser une question à Monsieur le Président par rapport à la Ligue. Ok. Je l'ai toujours entendu prendre des initiatives pour améliorer le spectacle, améliorer le cadre, le stade, par exemple, de par la lumière, tout ça. Mais je n'ai jamais vu M. Seck prendre des initiatives pour accompagner les clubs de supporters de la Ligue. Je l'ai vu la fois passée, la Ligue Pro a organisé un sargal. Ils ont eu à décorer le meilleur joueur, le meilleur buteur, le meilleur entraîneur. Et jamais, aucune structure n'a eu en passé à récompenser les meilleurs clubs de supporters. Alors que pour la violence, certes, il faut sanctionner. Parce que nous connaissons la violence d'où qu'elle vienne. Mais je pense qu'il est mieux encore de motiver les clubs comme Alekaza et autres. C'est très précis. Enchaînons avec une deuxième question sur l'équipe nationale. Parce que le temps... Non, pour l'équipe nationale, je pense que nous n'avons rien à dire pour le moment. Sauf que nous, 12e Gaïndé, nous avons fini de porter l'équipe dans nos cœurs. Nous n'avons pas une exigence de résultat. Je crois que le résultat, c'est l'équipe qui doit le faire dans le terrain. Nous, notre devoir, c'est d'être là, à leur côté, les accompagner partout, en tout temps et en tout lieu. Mais ce que nous devons aussi, absolument, affronter des candidats, parce que comme les joueurs le font, l'équipe nationale est logée dans des hôtels de 5 étoiles. Il y a des primes de qualification et de participation. Nous, supporters, on ne demande pas ça. On demande d'être accompagnés. Et c'est extrêmement important. Merci Issa. Lamine Mboup, après le micro se déplace. Vous voulez dire... Oui, Lamine, allez-y. Je voulais parler un peu de l'équipe nationale. Oui, je vais insister pour que les gens posent directement leurs questions. Directement. En plus, je voudrais poser beaucoup de questions par rapport à la Ligue professionnelle au président, parce qu'on parle de professionnalisme, mais vraiment, il n'y en a pas. Est-ce que vous serez prêt à vous battre par rapport à ces clubs qui se disent professionnels, qui n'ont pas le cahier de charge normal? Il y a des clubs qui descendent, qui ont les moyens, alors qu'il y en a qui montent, qui n'ont pas les moyens. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas de spectacle dans notre football. Aujourd'hui, un club qui est en national, qui veut monter, qui n'a même pas les moyens d'être professionnel et qui se dit vouloir aller en première division, je pense qu'il faut arrêter ça. Il faut préparer nos clubs à être professionnels avant. Et ceux qui peuvent rester en première division restent. Ceux qui n'ont pas les moyens descendent. Moi, je pense que c'est la logique. C'est ce qui se passe en Europe. Pour l'équipe nationale, je pense qu'on l'a raté depuis Abidjan. Parce que Giresse avait cette équipe nationale depuis longtemps. Donc, il devait avoir la science de mettre une équipe capable de gagner la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il n'a pas fait. Il a cogité longtemps et maintenant que c'était vraiment le dernier tour, il nous amène les joueurs qu'il fallait. Parce qu'on lui a toujours dit qu'il faut mettre les joueurs à la place qu'il faut. Il faut arrêter de mettre des noms. Parce qu'aujourd'hui, les Sénégalais, tu leur amènes Moussa Sow, tu leur amènes Papis Demba Cissé, tu leur amènes Mambiram Diouf, tu leur fais croire qu'ils ont une équipe. Alors qu'ils n'ont pas d'équipe. Une équipe, c'est plusieurs joueurs qui peuvent aller ensemble. Merci Lamine. Amadou Kane après Seydou Kane. Oui. Merci. Moi, je voudrais d'abord, par rapport à la fonctionnalité du football local, je pense qu'il y a deux pistes. Il y a l'exemple de Djambar. Mais l'autre piste, c'est de faire de manière que ce soit Djaraf ou Gia ou un autre club, que d'abord que les gens puissent se baser sur ce qui existe. Parce qu'au-delà de Djambar qui forme, mais tout ce qui a commencé par eux, tous ceux qui ont fait le bonheur du football du Sénégal, ont commencé par le Nawetan d'abord pour aller là-bas. Personne ne peut aujourd'hui banaliser ce que le Nawetan, l'IASU est en train de faire. Personne. À part ceux qui sont nés à l'extérieur. Tous ceux qui ont eu à faire le bonheur du football du Sénégal ont commencé par le Nawetan. Donc aujourd'hui, l'exemple de Nyari Tali, de Touré Kunda, de d'autres clubs qui étaient du Nawetan, qui ont eu des ambitions qui sont importantes, ça mérite félicitations. Moi, je rêvais de voir le Djaraf venir faire un protocole d'accord avec toutes les ASC de la Médina. Parce que Djaraf s'identifie à la Médina, la GIA s'identifie au SICAP.
Maintenant, par rapport à l'équipe nationale, je pense que le premier match était déjà passé. Le deuxième match, n'est-ce pas, l'équipe, les dirigeants, l'État, tout le monde a tout fait pour que l'équipe gagne. L'équipe était meilleure ce jour-là, mais l'équipe n'a pas gagné. C'est un constat. Maintenant, il y a des acquis importants. Préserver ces acquis, s'orienter maintenant vers le futur. Arrêter les débats qui sont des fois estériles. Parce que moi, quand je dis que ce n'est pas ça, je dis c'est ça qu'il faut faire. J'y reste. Personne ne peut me dire ce qu'ils sont en train de débattre. Ils ne peuvent pas me démontrer qu'ils sont meilleurs que j'y reste. Maintenant, l'entraîneur, le choix est difficile. N'est-ce pas? Tous ceux qui sont en train de débattre, qu'ils soient entraîneurs, qu'ils soient techniciens, anciens joueurs, ils ne sont pas meilleurs que j'y reste. J'y reste recherché partout. Comme aussi l'équipe nationale du Sénégal, c'est une équipe qui a de l'avenir. Le fait qu'il y ait beaucoup de personnes, beaucoup de techniciens qui sont déplacés à Casa, c'est parce que les gens sont en train de suivre l'équipe. Fondons un espoir sur cette équipe-là. Laissons les gens travailler et ça va marcher. Très bien, merci Amadou. Mbaye Jacques, très rapidement, Seydou Kane, parce qu'il y a la pêche qui nous attend. D'accord. Permettez-moi quand même de Oui, faire un témoignage. Vraiment, une question chacun. Permettez-moi quand même de faire un témoignage sur Saher, parce que moi je l'ai connu peut-être très tôt. À l'époque, il jouait à l'US Gorée, c'est nous qui amenions les ballons. Donc il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas pour lui rendre hommage, encore moins le féliciter, mais peut-être l'encourager dans sa noble mission, qui est peut-être une mission sociale. L'autre aspect, c'est par rapport peut-être à l'équipe nationale. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas faire la fine bouche, qu'on le veuille ou pas. Parce qu'on est 53 nations en Afrique. Et aujourd'hui, on est 8e. Moi, je pense qu'on est parmi le top 10. On est 54. Donc aujourd'hui, on est dans le top 10. Et quand on se qualifie pour le dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique et qu'on rencontre la Côte d'Ivoire, il faut prendre aussi en compte certains paramètres. La Côte d'Ivoire a 2 éditions de Coupe du Monde et 5 éditions de Coupe d'Afrique des Nations et 2 finales. Donc par rapport à l'expertise, par rapport aux résultats, par rapport aux performances, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas faire la fine bouche, il faut aller travailler. Bon, peut-être l'autre dernier aspect, c'est peut-être... Il faudrait savoir aussi que les gens ont tendance à un peu diaboliser les dirigeants. Moi, j'ai eu, au niveau du ministère des Sports, l'occasion de travailler avec certains dirigeants. Je fais référence, par exemple, à Amadou Kane. Et je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que les gens voyagent en mission avancée avec ces dirigeants fédéraux pour connaître la dimension ou bien le travail qui est accompli. Jacques, merci. Donc l'occasion pour Docteur Dia, parce que vraiment, il faut qu'on aborde la pêche rapidement. Docteur Dia. Oui. Voilà, merci, Mamadou. J'épargne le public des hommages à M. Seck. Par contre, j'ai entendu au début dans les interventions la décentralisation du centre Djambar dans les régions. Mais je pense que ce n'est pas à Saher de créer des centres dans les autres localités. Ce n'est pas également l'État qui doit le faire. C'est nous, dirigeants, nous qui aimons le football, nous qui sommes dans le football, qui devons nous inspirer de ce que Saher a fait. L'expertise de Saher, l'expérience de Saher, c'est nous qui devons en tout cas nous inspirer de ça pour essayer, par rapport à nos partenaires, nos amis, nos relations qu'on a au niveau national et international, de voir comment créer ces centres au niveau de nos localités. Bon, là, je pense que c'était juste une contribution. Et là où on attend l'État, c'est par rapport à l'âge, à la formation entre 6 et 11 ans. Parce que le jeune Sénégalais, mais il apprend à jouer à cet âge. Donc je pense que c'est là où on attend l'État. Je pense qu'avec le Fonds national de sport qui sera créé, je pense que peut-être on pourra régler un certain nombre de problèmes. Merci, donc par rapport à l'équipe nationale, juste un mot. Oui. Moi je dis que ce qu'on a constaté, c'est que lors du match de Casa, on a vu une équipe qui peut nous valoir beaucoup de satisfaction. Pour la simple raison que il y a des joueurs, les joueurs que j'ai vus dans cette équipe nationale peuvent encore jouer 10 ans. 10 ans, c'est au moins 5 Coupes d'Afrique, 2 Coupes du Monde. Donc, ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui, c'est de taire toutes ces querelles et de travailler par rapport à et en tout cas, essayer de demander à la fédération de ne rater aucune date FIFA, mais également demander à l'État de soutenir la fédération par rapport à ça. Je vous donne 2 minutes vraiment pour répondre à toutes ces questions. D'abord, le football local avec l'interpellation des amateurs, la question du professionnalisme, Lamine Moubdiki, les clubs, il y a des clubs qui ne sont pas du tout professionnels. Maintenant, l'équipe nationale. Allons-y très rapidement. Alors, en ce qui concerne les amateurs, Issa Laye sait que je suis en contact avec les comités de supporters. La convention des supporters, les Allez Casa,
et que nous essayons de le soutenir. Maintenant, il faut être clair. Un supporter ne peut pas se transformer en supporté. Un supporter, c'est celui qui s'organise pour apporter des ressources à son club et pour faire promouvoir le club. Le club ne peut pas prendre les ressources pour se structurer, pour s'entraîner, pour leur donner de manière à ce qu'ils supportent. Si je dois être un supporter, on me transporte, on me donne un t-shirt, on me donne un sandwich, on me donne le ticket du stade et on me donne le transport retour, tout le monde peut être effectivement supporter. Il faut permettre aux supporters d'être actionnaires des clubs, oui, voilà. D'être actionnaires des clubs. Non, tout à fait, tout à fait. Je pense que non seulement il faut leur donner la responsabilisation de l'organisation du supporter, de la gestion des questions qui sont des questions de sécurité, mais également de promotion de l'image du club, et les faire effectivement participer autour des tables des différents clubs. Ça, il n'y a absolument aucun problème. Et ça, ce sont des discussions qui sont en cours et que j'ai avec la convention des supporters, avec qui j'échange de manière assez régulière. Les clubs qui se disent professionnels mais qui ne le sont pas. Vous savez, Mamoudou, le problème au Sénégal, il est celui-là, c'est qu'on danse plus vite que la musique. Le football professionnel a mis 30 ans pour se structurer en Europe. Aujourd'hui, on en est à notre 4e année, 5e saison. On souhaite effectivement que tous les clubs puissent ressembler au Paris Saint-Germain, c'est impossible. L'exemple du Sénégal est le seul exemple au monde où un football professionnel a été lancé sans l'apport de l'État. Aujourd'hui encore, en Europe, l'État intervient dans les clubs professionnels. En France, notamment par les conseils régionaux et les conseils régionaux dans lesquels les clubs se trouvent. Alors, je pense qu'il faut que, si nous voulons structurer notre football professionnel, que nous soyons en même temps regardants, mais que nous ne soyons pas malthusianistes et que nous ne jetions pas le bébé avec l'eau du bain. Et que nous puissions aider, et c'est ça la trame de la première période de construction du professionnalisme, que nous puissions accompagner les clubs qui font preuve de volonté, qui font preuve de dévouement en ce qui concerne les dirigeants. Je crois qu'il faut les remercier, ces dirigeants, parce que depuis 5 ans, le club professionnel fonctionne sur la base de leur poche et que nous puissions effectivement aller vers l'État du Sénégal pour qu'il puisse nous soutenir de manière à ce qu'on puisse sortir de l'ornière. L'équipe nationale, tout le monde applaudit un match nul. Ce n'est pas un manque d'ambition. Non, ce n'est pas un manque. Même une élimination, on n'est pas en Coupe du Monde. Oui, tout à fait, on n'est pas en Coupe du Monde. Mais le Sénégal n'a été en Coupe du Monde qu'une seule fois. Est-ce que de toute l'histoire du football sénégalais, ça veut dire qu'on doit être satisfait que de la période 2002? Non. Je pense qu'il y a quand même dans ce qu'on a vu un contenu qui est un contenu intéressant. Mais c'est la même chose dont je parlais en ce qui concerne la Ligue professionnelle, on est trop pressé. Un football... savoir qu'on est parti en Coupe du Monde avant la Côte d'Ivoire et qu'on se rend compte que ce sont les mêmes équipes africaines de la dernière Coupe du Monde qui vont repartir à la prochaine. Est-ce qu'on doit se contenter de dire on l'a fait au moins une fois? La Côte d'Ivoire, pendant qu'on était en Coupe du Monde, a construit la génération qui lui permet d'aller de manière récurrente en Coupe du Monde et en Coupe d'Afrique. Dans cette équipe de Côte d'Ivoire, il y a 8 ou 9 joueurs de l'ASEC Mimo dans les 23 joueurs qui ont fait effectivement l'ensemble de ces performances. Mamoudou, football, khale mo koy def. Sinon, on prendrait Alassane Ndour et Mamadou Diallo. Et ces enfants-là, pour qu'ils puissent être performants demain, il faut qu'on les prépare aujourd'hui. Le Sénégal doit savoir c'est quoi notre objectif. Notre objectif, est-ce que c'est d'aller en Coupe du Monde pour juste participer? Si c'est ça, moi je ne suis pas partant. Moi je veux aller en Coupe du Monde pour gagner. Maintenant, si je veux aller en Coupe du Monde pour gagner, je sais que je ne le ferai pas en 2014, peut-être même pas en 2018. Mais je peux dire en 2022, je veux aller en Coupe du Monde pour gagner. Pour aller en Coupe du Monde en 2022 pour gagner, il me faut une génération de footballeurs entre 25 et 30 ans. Justement, comment assurer la continuité entre la génération de 2002, représentée ici par Alassane Ndour, la continuité entre un Aliou Cissé, sélectionneur des Olympiques qui ont été en quart de finale des JO de Londres en 2012, c'est la première fois que le Sénégal se qualifiait aux Jeux Olympiques d'ailleurs en football, et un Alain Giresse, sélectionneur de l'équipe nationale A. Comment assurer cette continuité? Mais cette continuité, on ne l'assure pas. Parce que Aliou Cissé, Alain Giresse et tous les autres entraîneurs sont les moyens d'expression de la politique qui est définie par la Fédération sénégalaise de football.
Et c'est cette politique-là qui doit effectivement être le socle de la continuité. Et si les entraîneurs, qui sont les moyens d'expression et de concrétisation de cette politique, ne répondent pas à la politique qui est définie par la fédération, on doit simplement les changer. Alain Giresse, est-ce qu'il faut le changer? Non, je crois qu'il n'est pas question aujourd'hui, ce n'est pas à l'ordre du jour, ce n'est pas une question qui est à l'ordre du jour. Et comme le disait Mamadou Diallo, il nous faut quand même un peu de... il nous faut de la réflexion avant de prendre quelqu'un, mais une fois qu'on l'a pris, il nous faut effectivement de la patience pour pouvoir construire quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'on lui laisse les clés de la maison, mais ça veut dire qu'on l'encadre, qu'on discute avec lui et qu'on permet à la vision qu'on a en ce qui concerne le football du Sénégal de demain, de pouvoir s'exprimer au travers des choix et de la compétence d'Alain Giresse. On n'avait pas assez bien réfléchi en choisissant Alain Giresse. Je ne peux pas le dire. Je n'étais pas parmi ceux qui l'ont choisi. Mais ceux qui l'ont choisi ont suffisamment d'expertise, ont suffisamment de vécu dans le football pour effectivement avoir pris toutes les dispositions pour l'avoir choisi. Enlevons notre maillot de footballeur pour enfiler notre tenue de pêcheur. Mettons de côté les filets du football pour les filets de la pêche. Un petit sujet sur la pêche sénégalaise parce que Sayer Seck est président du groupement des armateurs et industriels de la pêche au Sénégal. Et c'est un sujet de Fatou Kinedem. Et nous aurons 5 petites minutes pour terminer cette émission. Regardons. La cherté du carburant, la raréfaction du poisson, les accords de pêche, bref, les acteurs de la mer arrivent difficilement à remplir leur pirogue, encore moins le panier de la ménagère. Sur cette plage de Soumbédioune, les pêcheurs dans l'expectative dressent un tableau sombre de leur activité. Nous ne savons pas par quel bout prendre ces accords de pêche, que ce soit avec l'Union européenne ou avec l'État. Les pêcheurs, de toute façon, n'en bénéficient jamais. Encore accords de pêche on nous fait signer des accords parfois de manière clandestine. On nous dit que les bateaux européens ont le droit de pêcher sur ces zones. Ils pensent nous leurrer. Ces bateaux, nous les identifions. Parce que bateau yo gis dafa am ay signes ñun dañ koy xam mais yi dañ lay signaler yeneen accords yoo xam ne c'est clandestinement ñun dañ koy xam ne yi bateau yi wa amuñu droit napp fii. Certains d'entre eux contemplent un horizon où rien de rassurant ne se profile. D'autres, en revanche, iront à la recherche du poisson malgré les difficultés. Conséquence, la surpêche, impossible pour un repos biologique. Le carburant coûte cher. En ce qui concerne les bateaux pirates, ils nous font peur. Parfois même, nous risquons notre vie. C'est pour cela qu'à chaque fois, je recommande vivement aux jeunes pêcheurs de prendre des allumettes avec eux quand ils vont en mer pour pouvoir faire du feu dans les pirogues, car le feu semble les faire fuir. Ah sama doom ji nag nee na am lu mu gis barke Demba Ndiaye ci konku jaabaar gannaaw gis na loolu mooy daal état bi ci boppam nga ñu gën a dimbali ci gaal yi napp guddi di sàcc zone bi la ñuy sàcc moo tax ñuy fekk ci zone bi su lu woon li ñuy ñëw ci zone bi ñun duñu leen mos a fekki ndax ñoom fa ñuy àgg ñun jotuñu ko mais su géej gi doyee waar rek ñu ñëw fekk suñu te sunu njaboot gi fu mu nekk wax dëggu yàlla man bëggatuma sax ñu dem géej. Journée bi. Un bateau peut en une journée pêcher 10 tonnes de poissons. Auparavant, nous finissions notre travail avant 15 heures. Maintenant, nous passons toute une journée en mer. En 1 minute, 2 minutes, On ne peut pas parler des difficultés de la pêche sans évoquer les bateaux pirates. Et oui, cette zone est souvent confrontée à cette pêche illégale, selon les acteurs.
dafa am benn moment boo xam ne jën yi foog ñu noppalu ci la ñuy mën a jur ci la ñuy mën a màgg. Le repos biologique, de toute façon, est nécessaire. Mais si on continue comme ça, c'est sûr qu'il n'y aura plus de poissons. La preuve, la sardinelle est accessible, mais on ne la trouve même plus. Beaucoup plus de contrôle de ces eaux, les pêcheurs de Soumbédioune réclament. Pêcheurs, mareyeurs, transformatrices de produits halieutiques, c'est toute une chaîne. Par conséquent, un ensemble de solutions s'impose. Parmi elles, des unités de transformation et de conservation du produit. Retour au public, nos amis les pêcheurs, pour quelques questions à Sayer Seck. Si français ak ci wolof français, ça dépend de vous. Merci, Monsieur Mamadou Ibra Kane. Je pense que ce reportage est important, mais ça s'adresse plutôt à la pêche artisanale qu'à la pêche industrielle, pour laquelle vous devrez interpeller le président Sayer. Mais je vais profiter de cette occasion pour vous demander de nous chercher un plateau parce que l'heure est grave. L'heure est grave d'autant plus que vous avez entendu des pêcheurs affirmer que les bateaux pirates sont dans nos eaux. Et ça, ce n'est pas M. Sayer qui va le contrôler. Ce bateau pirate que vous voyez est dans nos eaux. Il est maquillé pour ne pas être identifié. Mais à l'heure où je vous parle, le président Sayer ne peut pas maîtriser les conclusions qui ont été avancées. Pour que l'État du Sénégal est au courant de ça? L'État du Sénégal que j'accuse et que je pointe, aujourd'hui je n'interpelle pas un Sayer, j'interpelle l'État du Sénégal, l'heure est grave. La présence illicite des bateaux russes dans nos eaux, que nous connaissons dans nos eaux, zones exclusives économiques, avec les relevés même de nos GPS, c'est une question très grave. En plus de ça, au moment où nous parlons de ce qui nous reste, il y a une mondialisation qui s'installe parce que le retour des capitaux en investissement par la Banque mondiale orchestrée, et c'est porté par des organisations régionales au nombre desquelles le WWF qui est chargé de faire l'alliance au Sénégal, appuyé par le programme des NEPAD et qui impose aux pays aujourd'hui d'aligner leur politique de pêche sur une approche pêcherie basée sur des droits d'allocation. Ça veut dire que nous partons vers la privatisation et vers la mondialisation de la pêche qui nous fera perdre tout ce que nous avons. Nous allons couler, la pêche industrielle va couler. Personne ne sera en reste. Vous qui parlez d'aller au terrain pour voir le match, je pense qu'il y aura un moment où vous irez au terrain sans le poisson que vous aurez à bouffer, mais à l'exemple du poisson que vous voyez sur le billet de 2000 francs. C'est le poisson-ci. Il était dans nos océans, il n'existe plus ce poisson dans nos océans. Donc l'heure est grave. En parlant maintenant de l'investissement, je pense que l'heure qui nous est aujourd'hui favorable, c'est de penser à une heure de réflexion, de vision commune et d'aller vers un combat pour sauvegarder ce qui nous reste. Parce qu'il y dépend l'investissement sénégalais, la création d'emplois et le maintien, en tout cas, de l'équilibre protéine animale que les Sénégalais doivent consommer. Très bien. Donc sur ces questions, je pense que M. Sayer Seck a un avis à donner sur quelle stratégie de coalition pour une vision commune afin de trouver aujourd'hui la solution globale qui se pose dans la pêche. Très bien. Yéen nappkat yi rapidement. waaw gannaaw bi ñu leen nuyuwaatee rek di leen sant bu baax di nuyu Sayer Seck man li may wax rek mooy secteur de la pêche émission bi da nga ko war def pêche kese bàyyi football bi. non promettre naa leen danaa invité ministre de la pêche. Très bien. Je ne sais pas ndax dina ñëw waaye danaa ko invité. voilà parce que li ma wax ko barki démb ci journée mondiale de la pêche moom laay waxaat fii dama ne journée mondiale de la pêche ba bi amee te xam ne secteur bi féppay nàcc foo laal féppay métti muy côté barrières yi muy côté pêcheurs yi muy côté secteur bépp fépp am problème secteur bi benn fan doxul loolu laa bu si laa waxoon ne journée mondiale de la pêche bi xam ne moo amoon barki démb ni ko ministre de la pêche doxale noonu parce que boo xoolee ñoom Sayer Seck ñu ay problème mareyeurs yi nga ay problème pêcheurs yi dégg nga leen li ñu wax ay problème kon waruloon ñuy diviser secteur de la pêche ñii def ay journée mondiale de fee ñii def fii da waroon dajale jël Sorano wala mu jël salle bu mag tey jii ñu woo techniciens yi woo professionnels yi ñu xam ne ñu bokk ci pêche bi yëpp ñu toog waxtaan pêche bi ndax tey jii pêche bi fenn doxul bu tey boo am na camion yoo xam ne 1 an frigo yoo xam ne 1 an yëbuñ jën gisuñ jën buñ chargé bon bi ci des mooy à côté pêche yi techniciens yi nee nañu ñoom buñ ko mayee jën bi fi nga xam ne moom lañ koy nappee gaal yi àgguñu mënuñ fa àgg mais problème mu licence de pêche li ci gën a doy waar mooy buñ ko mayee man bokk naa ñu ko doon xeex jamonoy PDS pour ñu maye ko
parce que boobu dañoo xam ne l'échange jën boobu ñun mënuñ ko napp. gaal yi mënuñ fa àgg. kon suñ ko nappee njëriñu réew mi la dañ jël xaalis bi dugal ko trésor public bi ci des mooy mareyeurs yi xam ne am ay camions seen camions dafa màggat dañ sensé parc automobile bi jox leen 200 camions. ñu ne pêcheurs yi xam ne ni seen mbaal yi dafa yàqu ñu am problème mu essence ñu wàññi essence wàññi lépp mais état loolu moo waxoon. doonul lu nekk. kon tey secteur de la pêche tey dafa am ay problèmes yu grave yoo xam ne nii vraiment ñu liñ ci mën a wax yëpp dafa yaatu boo xam ne nii xam naa temps bi duñu ko may. Très bien. Docteur Dia, après monsieur Diallo, Moussa Diallo aussi qui souhaite intervenir. Mamadou, vous allez vous inquiéter, mais en tant que Saint-Louisien, je ne peux pas, si on parle de la pêche, je ne peux pas ne pas en dire un mot. Mais là, le seul mot que je vais annoncer, c'est la sécurité en mer. La sécurité en mer, c'est véritablement un problème. Parce qu'au mois d'octobre, on a perdu des jeunes en mer. Ce 26 également novembre, on a également perdu, on a annoncé la perte encore de 8 pêcheurs. Et là, je pense que aussi bien, on doit interpeller l'État, mais également on doit interpeller nos parents pêcheurs pour vraiment assurer la sécurité en mer. Je vous remercie. Très bien. Oui, Diallo en haut. Bonjour, Moussa Diallo. Ce que je voudrais dire réellement, c'est au niveau donc du marché central donc de poissons, où quotidiennement 80% donc du poisson consommé dans la région de Dakar transite par ce marché-là. Ce marché est dénudé donc de toute infrastructure et l'état de saleté et de salubrité et comment dire, vraiment il y a un danger sanitaire qu'il faudrait donc soulever. Et je pense que lors donc d'une autre émission, on pourrait rentrer beaucoup plus dans les détails. Très bien. Voilà. Oui. Sayer Kandji man li may wax mooy problème mu jën yi ni ñu koy nappe dañuy jël jën yu ndaw yoo xam ne dañuy door a judd napp leen indi leen marché central. Deuxièmement da ngay gis jën yu jóge Mauritanie ñu xar ko dindi biir bi li baax ñoom ñu jël ko jël carcasse bu mi nga xam ne dañ ko sànni ci mbali chargé ko indi ko di ko jaay au marché central. Très bien. muy problème boo xam ne bii daal garaaw na garaaw goo xam ne war nañ ci seet daal naka lañ koy def ak jën yu ndaw yi ñuy napp te màggaguñ. Très bien. Voilà. Keneen oui. man la Alioune Diouf. waaw président association Mbour Joal. parce que li ma bëggoon wax si wàllu napp gi laay wax pour en cas nu ñu si mën a jàppale daal. parce que des fois ñun gaal yi da ngay gis ñii dañuy pêche matin ak nuit. te day am moment boo xam ne ni si yoon bëccëg la ñu war dem géej war ñoo dem géej guddi. parce que bokk na si li tax jënu Sénégal di gën a manqué. parce que bi ñu tolloo si nawet bi jënu seer day dem ba keesu yabay di jaar 25000 te loolu mosul am Sénégal. loo ko waral bu fekkee ne ñun mool yi ñu ngi dem di mbaali guddi ñii di mbaali bëccëg. léegi ñu bëgg ñu gouvernement bi man ñu jàppale bu ñu duggee noor bi. muy sedd ñuy mbaali guddi. su nawet bi jotee ñuy mbaali nawet bu ñu si dimbalee yàlla mën def daal géej gi. mën a changé. Merci. Gouvernement bi nekk fi waaye Sayer en tant que président du GAIPES, d'abord il y a deux choses. Il y a la pêche industrielle et la pêche artisanale. Tout à fait. Quand on écoute les interventions, toutes les deux pêches sont en crise. Autrement dit, est-ce que la pêche sénégalaise elle-même est aujourd'hui en crise? Écoutez, Mamoudou, moi ce que je souhaiterais dire, c'est qu'il y a des difficultés dans le secteur de la pêche. Il y a des difficultés qui sont la conséquence d'un certain nombre de décisions qui sont des décisions malheureuses qui ont été effectivement prises. Vous savez, la théorie selon laquelle on a des stocks qui sont des stocks migratoires et que du fait de leur état migratoire, on doit signer un certain nombre d'accords extérieurs pour que les gens puissent taper dans ces stocks-là, sans profit pour le Sénégal, est pour moi une mauvaise théorie. Mais il n'y a plus d'accord d'ailleurs avec l'Union européenne. Non. Cas, officiellement, il y a non, plus d'accord. Il n'y a plus d'accord avec l'Union européenne, mais il y avait des velléités de reprise de cette négociation avec l'Union européenne. Et donc, il faut, je pense, savoir raison garder. On ne peut pas dire notre pêche est en crise. On ne peut pas dire on ne peut pas nous-mêmes satisfaire la rentabilité de nos propres investissements en tant que Sénégalais. On ne peut pas dire on n'a pas suffisamment de poissons pour nos populations et aller signer des accords avec l'extérieur.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on ne peut pas dire la théorie selon laquelle le yaboy est un... J'avais entendu à l'époque du ministre Thiam dire qu'il y avait 1 400 000 tonnes de poissons, effectivement, qu'on pouvait pêcher et qu'on pouvait donc donner des autorisations à des bateaux russes. On avait d'ailleurs donné à l'époque 44 bateaux, des autorisations à 44 bateaux russes pour venir ici, ce à quoi nous nous étions opposés, et nous avions d'ailleurs été avec des gaz lacrymogènes bien bastonnés par la police, parce que nous avions effectivement fait une manifestation pour nous y opposer. C'est fini ou le problème persiste? Non, c'est fini. Le président Macky Sall, fort heureusement, a donné, effectivement, a sifflé la fin de la récréation et dire stop. Vous savez, vous savez, non, on a dit stop officiellement, mais c'est vrai que ces bateaux, nous-mêmes, nous les croisons, viennent de manière éhontée dans les eaux sénégalaises pour effectivement tricher. Et l'État est au courant de ça? Mais nous, en tout cas, nous informons tous les démembrements de l'État à chaque fois. Pourquoi l'État n'agit pas? Il est complice, il y a des... Écoutez, nous, en tout cas, on s'est beaucoup interrogé parce que depuis qu'on les a arrêtés, il y a souvent un certain nombre d'avis. Chaque fois que nos bateaux les croisent, ils nous envoient par mail les positions sur lesquelles on les croise. Et quand on saisit effectivement la direction de la protection, malheureusement, il n'y a pas d'actions qui sont prises. Mais ces bateaux sont habitués à l'impunité. Pendant la période précédant l'arrivée du président Macky Sall, combien de fois ces bateaux ont été, avec leurs autorisations, arraisonnés pour des raisons d'infraction aux lois du Sénégal? Est-ce que vous avez jamais vu un de ces bateaux venir au port de Dakar? Jamais, y compris quand ils sont arraisonnés. Mais il a fallu qu'un bateau échoue là. Oui, tout à fait. Tout à fait, mais ça c'est un tonnier. Oui. Ça, c'est un tout petit bateau. Oui. Mais les bateaux russes... Mais qui donnent une idée de l'ampleur du phénomène, non? On nous explique des choses qui sont extraordinaires. Un bateau russe est un bateau qui jauge 10 000 tonneaux de jauge brute. Le tonneau de jauge brute, c'est la mesure de la capacité et de la grandeur des bateaux. Un seul bateau a autant de tonneaux de jauge brute que la totalité de la flotte industrielle sénégalaise. Un seul. On en autorise 44 dans nos eaux et on nous explique qu'il ne se passe rien. Très bien. Alors, Charles Faye, vous avez une petite question? Charles, oui. C'est vrai, je n'ai pas donné suffisamment la parole à mes confrères. Oui, Charles, rapidement, et ce sera le mot de la fin avec Sayer. Oui, juste peut-être une question, je vais finir par la question, me faire une petite remarque. L'État perd entre 50 milliards et 250 milliards par an dans le secteur de la pêche. Les jauges dont vous parlez sont facturées entre 7 000 francs et 70 000 francs la tonne. Pour dire par exemple que les bateaux, il y a une structure au port de Dakar qui reconnaît les bateaux à partir des balises. Alors quels sont les bateaux qui viendront dans nos eaux, des bateaux illicites qui vont avoir des balises? Alors la question que j'ai envie de poser au président, c'est est-ce qu'on a un État qui a un véritable leadership dans le secteur de la pêche quand on sait que le Sénégal était 4e au rang mondial en ce qui concerne la consommation de poissons par tête d'habitant à raison de 25 kilos. Alors cet État sert-il les Sénégalais, oui ou non? Écoutez, l'État sert forcément les Sénégalais, en tout cas il est là. Maintenant, l'État fait la politique de ses moyens. Vous savez, la mise en place d'une flotte de surveillance et d'un aéronef de surveillance coûte de l'argent. Mais l'enjeu en vaut la chandelle en ce qui concerne la pêche. On ne peut pas avoir un pays qui est un pays de pêche et n'avoir pas une surveillance qui soit une surveillance efficace. Tous les bateaux qui sont des bateaux fraudeurs, évidemment, quand ils arrivent, éteignent leurs balises. Ce que nous, les Sénégalais, ne pouvons pas faire. Nous avons des balises qui nous permettent effectivement d'être suivis. Mais non seulement ces bateaux éteignent leurs balises, mais ces bateaux, quand ils venaient au Sénégal, avaient aussi l'onction de nos autorités et faisaient ce qu'ils voulaient. Et ces bateaux arraisonnés, non seulement ne venaient pas au port de Dakar, mais ne payaient pas leurs amendes. Et aucun de ces bateaux
n'a payé d'amende. Ils ont refusé même de payer les amendes que ça veut dire forcément qu'il y a quelque chose. Bien entendu. Il y a de la corruption. Bien entendu. Très bien bien. entendu. Alors, on n'a pas eu le temps de faire le plat de Thioboudienne comme Youssou Ndour, mais ce n'est que partie remise. Oui, Ali Haïdar, nous l'avions invité ici, il était à l'époque ministre de l'Environnement, il est aujourd'hui ministre de la Pêche. Nous le réinviterons avec vous, acteurs de la pêche, artisanaux et industriels. Nous sommes au terme de notre émission. Merci à ce public qui est venu répondre présent. Merci à Ablaïder qui m'a donné un coup de pied, je ne dirais pas coup de main, pour rester dans le foot. Il m'a donné un coup de pied pour la préparation de cette émission. Merci à toute l'équipe. Bonsoir. Rendez-vous dans un mois pour une autre émission.